Je pense que comme moi, Alex, tu souffres à chaque fois que tu regardes une page de magazine des années 2000, 2005, 2010 et que tu vois le prix des voitures actuellement. Oh oui. À croire qu'il devient difficile de se faire plaisir pour des budgets raisonnables ou d'avoir des voitures qui proposent un vrai plaisir de conduite à des budgets raisonnables. Alors, qu'est-ce qu'un budget raisonnable pour un gentleman driver comme toi? Je crains le pire. Tu vas nous faire des Aston Martin d'entrée de gamme? Mais si, regardez, ce V12 consomme peu, franchement, c'est impeccable. Ouais. Alors oui, la question du budget raisonnable. Le budget raisonnable, de toute manière, bon, alors déjà, warning. Budget raisonnable ou petit budget, ça voudra toujours dire quelque chose de différent pour tout le monde. Même à titre perso, il y a 5 ans, un budget raisonnable, ça n'aurait pas été le budget raisonnable d'aujourd'hui. Pour moi, en tout cas. Je pense que voilà. C'est donc, de toute manière, il y aura quelqu'un qui dira, mais c'est pas un budget raisonnable. C'est comme ça. C'est l'automobile. Mais, ce warning, parenthèse warning fermée, moi, je vais plutôt prendre ce sujet, par marque. C'est-à-dire que, il y a effectivement des voitures qui seront à budget raisonnable, où tout le monde s'entendra pour dire que c'est un budget raisonnable, on va dire, je pense. Mais il y a aussi parfois des Ferrari à budget raisonnable. Pour une Ferrari, des Aston Martin à budget raisonnable, des Lamborghini à budget raisonnable. Il faut comprendre la nuance. Le monde est fait de nuances, et je vais nuancer. C'est intéressant, Erwan, parce que je vais prendre un angle tout autre. Je vais essayer de dégager des principes que chaque auditeur et spectateur pourra adapter à sa version de budget raisonnable. Par exemple, on en a parlé brièvement dans l'épisode dernier, la valeur intrinsèque de l'expérience de conduite. C'est-à-dire, est-ce que c'est une expérience de conduite à 10 000 euros ou 50 000 euros? Et il y a certains principes là-dedans. Par exemple, les éditions limitées vont mal scorer. Parce qu'évidemment, une édition limitée, tu payes pour l'exclusivité et tu n'en as pas plus pour ton argent derrière le volant. Pareillement, si tu achètes une voiture très faiblement kilométrée, parce que tu veux un bel objet dans ton garage, tu vas pas en avoir plus pour ton argent au niveau expérience de conduite. Idem si c'est un modèle de collection, que tu pourras reproduire à un budget plus faible. Je prends un exemple. Une Porsche 964 RS, donc le modèle de 92, qui aujourd'hui est arraché en collection, qui vaut 250 000 euros. On peut reproduire la même, voire meilleure expérience de conduite en partant d'une 964 de base et en la modifiant profondément. Oui. D'ailleurs, notre podcast sur les modifications de voitures était super, allez l'écouter, je pense. Oui. Mais c'est vrai. Oh, d'ailleurs, je suis obligé de le dire maintenant, pardon, ça arrive au milieu de la conversation, mais la dernière fois, parce que là, tu me parles d'édition limitée, ça m'y fait penser. Je fais une petite aparté, mais je sais que vous aimez bien les apartés. On parlait la dernière fois, j'ai mis un tir dans les Alpines, tu sais, Tour de Corse, San Remo, etc. Une rumeur se répand. Apparemment, et ça vient d'hier, une conversation avec un spécialiste Renault Sport Alpine. Ouais. Apparemment, les Alpines A110S, San Remo et Tour de Corse ne sont pas des vrais A110S. Apparemment, elles ont les barres anti-roulis. Apparemment, c'est des châssis normaux, genre de GT, donc châssis souple, 300 chevaux, juste avec quelques pièces qui viennent de la 110S, mais pas toutes. Donc c'est doublement une fraude. Ah oui, j'avoue. Revendez-les, vite, vous allez perdre de l'argent. Voilà. Ah oui, en effet. C'était très intéressant. Et j'ai jubilé quand j'ai entendu ça, parce que j'étais avec des copains qui ont des Alpines hier. Et j'en ai parlé. Et on parlait de ça parce que j'ai fait un tour dans une A110R. Et du coup, j'ai redit mon laïus comme quoi j'aimais pas la 110S. Et ils m'ont dit, tiens d'ailleurs, on est plusieurs garagistes à s'être rendu compte que les San Remo et les Tours de Corse édition, c'était pas des vrais A110S. Ouais. Voilà. Aparté fermé. Un autre axe de réflexion, ça va être ce que j'appelle l'utilisabilité. C'est-à-dire la fréquence avec laquelle on va pouvoir prendre plaisir avec sa voiture. Parce que si le plaisir pris avec la voiture, c'est le plaisir pris au volant multiplié par la fréquence avec laquelle on va utiliser la voiture, on sent que l'Alpine A110, tu en parles, elle va scorer très bien. Parce que c'est le genre de voiture qu'on peut utiliser comme unique voiture.
Et donc, on va en avoir proportionnellement plus pour son argent. C'est aussi vrai pour quasi toute la lignée des 911. C'est vrai pour les M3, les M5, des voitures très polyvalentes. Parce que si une voiture reste à dormir dans son garage, bah évidemment, on n'est pas en train d'utiliser à bon escient les euros qu'on a mis. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Bah, c'est intéressant. Ça me fait penser à la Lotus Exige S1 d'un copain. Ouais. Donc la première génération de Lotus Exige, qui est une voiture, la sienne elle est ultra préparée. Elle fait 270 chevaux, c'est une voiture, une verte que j'avais essayé sur ma chaîne, qui est assez connue dans le monde Lotus. C'est une voiture qui vaut 65 000 euros, mais tu la sors 5 fois par an, quoi. Et oui. Et du coup, ça devient techniquement, du point de vue des sensations et des émotions, c'est exceptionnel. Mais, au point de vue de la fréquence d'utilisation, tu t'y perds. Et en plus, c'est une voiture extrêmement pointue, en moteur, en réglage et tout. Et donc, l'entretien, potentiellement, est aussi problématique, parce que chaque utilisation demande pas une révision, mais quasiment après, quoi. Bah oui, donc, on achète ça en 3e ou 4e ou 5e voiture, donc on sort un peu de la notion de petit budget. Complètement. J'ai un principe qui est lié, Erwan, c'est ce que j'appelle l'exploitabilité. C'est-à-dire, peut-on profiter de l'entière enveloppe de performance de la voiture sur la voie publique? Par exemple, ça, c'est intéressant aussi. J'en parle souvent en ce moment, ma Panda 100 HP, j'ai l'impression de l'exercer, de l'exploiter pleinement. Oui. Alors même parfois en ville, pour peu qu'on soit à une heure tardive, on peut pleinement l'exploiter. Et si je prends un exemple inverse, j'en ai parlé dans la vidéo d'essai que j'ai fait dessus. J'ai eu la chance d'avoir un monument de sportivité qui était la 997 Porsche GT3 RS 3 litres 8. Incroyable. 450 chevaux. On peut prendre des vitesses en virage incroyables. La principale raison pour laquelle j'ai voulu m'en séparer, c'est que la sortir, c'était un exercice perpétuel de frustration. Je devais me contenir sans arrêt. Je ne pouvais pas l'exploiter. J'avais pas le budget pour l'emmener sur circuit, là où elle aurait été très bien. Et donc, c'était pas possible. Donc, on en revient finalement toujours. Et toi qui conduis souvent des hypercars dans tes vidéos, c'est encore pire. En fait, ce que je suis en train de dire, Erwan, c'est que j'ai l'impression que les petits budgets, faut pas les plaindre. C'est-à-dire, les petits budgets, souvent, vont s'amuser plus sur la route que les gros budgets. Très largement. Et ça, je pense que c'est une vérité absolue dans l'automobile qui est mise de côté probablement par l'envie du propriétaire d'avoir toujours mieux, plus vite. Mais oui, parce que la tristesse, c'est que ces petits budgets ne sont pas au courant qu'ils sont en train de s'amuser plus que les gros budgets. Ouais. Parce que malheureusement, c'était mon évolution personnelle, j'ai dû passer par des voitures gros budget pour me rendre compte in fine que je m'amusais plus avec mes voitures petit budget. Et c'est ultra vrai. Et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête. Putain. Parce que quand je fais la liste des meilleures voitures petit budget que j'ai essayé, à chaque fois, c'était des caisses qui faisaient, maximum 200 chevaux. Ouais. Et des trucs dont je me souviens, mais la voiture, tu la massacres. Non, mais vraiment, en fait, tu l'exploites vraiment fort, et c'est vraiment super drôle. Tu la cravaches, c'est ça le mot. Voilà, tu la cravaches. Ouais. C'était pour exagérer le verbe cravacher. Tu penses à quel modèle, par exemple? Là, on a déjà parlé la dernière fois, je vais pas faire une redite, mais l'Integra Hyper que j'ai essayé il y a pas longtemps, j'ai trouvé ça fantastique. Ouais. Ça vaut 20-25 000 euros. Alors, ça commence à être un budget important pour une voiture qui a pour le coup une utilisation un peu exclusive, parce que c'est quand même assez extrême. Mais quel pied! Ouais. Incroyable! C'est stupidement génial. Alors si on traduit cette notion-là vers des budgets plus menus, par exemple 10 000 euros, on peut accéder à par exemple une Peugeot 106 Rallye. Ouais. Je sais pas si t'as déjà essayé. Si, j'ai essayé et je me suis dit que c'était vraiment une façon de mourir extrêmement efficace. Parce que mine de rien, une 106 Rallye, on rigole, ça fait 100 chevaux. Ouais. Quand tu commences
à être à 120, 130 sur des petites routes et que tu te dis, il y a un caillou qui traverse la route, Ouais. il y a plus rien. Ouais. Et ben, voilà, je m'étais fait, j'ai exactement en tête le virage dans lequel je me suis dit ça dans la vallée de Chevreuse. J'étais pied-tôle, fond de 4, Ouais. en me disant, la vache, qu'est-ce que c'est bien. Et là, je me suis dit, c'est marrant, mais je suis vraiment dans une petite boîte, s'il se passe quoi que ce soit, je suis foutu, quoi. Mais, Ah bah c'est un paquet de chips. ah, Et c'est vraiment un paquet de chips. C'est pour ça que ça pèse quoi? Ça pèse 700 et quelques, 750, Ouais, 800 un truc peut-être. comme ça, ouais. Ouais. Super caisse. Ah ouais. Alors, moi, le défaut que j'avais eu dans cette voiture, mais en fait, c'est, les sièges sont, tu sais, c'est des gros fauteuils moelleux. Et bon, moi, je suis grand, je mesure 1m91 et j'avais vraiment eu mal au dos très vite. Parce qu'en fait, t'es complètement enfoncé dans les sièges. T'as une petite position un peu comme ça, un peu comme sur un kart. Et très vite, j'avais eu mal au dos. Ouais. Mais, tu peux, en fait, tu peux vraiment t'éclater vite, quoi, avec ces voitures-là. Alors, littéralement dans un arbre et aussi vite t'abuser. Faut que j'arrête de faire des analogies parce que, mais c'est vraiment marrant. Pareil, Clio 2 RS. Clio 2 RS, et je vais noter aussi, d'ailleurs, parce que quelqu'un a fait la réflexion dans une dernière vidéo, Twingo RS. Alors, j'ai jamais essayé ces voitures, j'aimerais beaucoup essayer une Twingo RS. Parce que mine de rien, t'as 133 chevaux dans un truc tout petit. Mais Clio 2 RS, moteur atmosphérique de 172 pour les premières à 182 pour les dernières. Voiture avec un moteur Atmo bien plein, 2 litres, qui prend quasiment 8000 tours, et qui est une voiture, mais qui vole sur la route. Combien ça vaut vite. ça? Il faut mettre 15-20 000? Alors, t'as de tout, parce que je les regarde beaucoup sur le Bon Coin en ce moment. Ça va de, on va dire 10 à 20. Ouais, c'est un peu large, mais il y a eu pas mal de phases. Les RS1, donc les toutes premières, 172 chevaux en très bon état, valent un peu cher, c'est plutôt plus de 15. Les 182, donc les phases 3, valent assez cher aussi, donc c'est entre guillemets les plus jolies avec les 2 pots ronds à l'arrière, parce elles paraissent un peu plus finies. Pareil, ça vaut un peu plus cher, mais t'en as au milieu qui sont dans les 11, 12, 13, et je pense que c'est des autos qui, pour le prix, je pense que tu peux vraiment t'éclater. Vraiment, 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 c'est des super voitures. T'as déjà essayé une Fiesta ST? Ouais, Fiesta ST, elle est dans ma liste. Fiesta ST. Il y a Evo, le magazine britannique, en parle tellement souvent, et d'autres journalistes britanniques, que j'aimerais bien en essayer une un jour. La Fiesta ST, alors il y a différentes générations de la Fiesta ST. J'ai jamais essayé la 6, qui est la petite là qui faisait 150 chevaux. J'ai jamais essayé, il paraît que c'est bien, il paraît que c'est vraiment rigolo. De toute manière, pareil, règle universelle de l'automobile, toutes les Ford sportives sont bien. Et les Ford, moi j'aime beaucoup Ford, et toutes les Ford sportives que j'ai essayées ont toujours été des bonnes voitures. Soit en motorisation, soit en châssis, soit les deux. Mais Ford Fiesta ST, moi j'ai particulièrement aimé la MK7, donc 2010, 12, avec un petit moteur turbo qui faisait 170, 180 chevaux. Il y a aussi une version un peu finale en Fiesta ST200, avec le badge ST200, et c'est des voitures qui ont énormément de caractère, un intérieur immondissime, mais des bons ricaros. Eh oui. Un physique disgracieux de monospace coupé en deux. Ouais. Mais des voitures avec un châssis vraiment, vraiment démoniaque. On en voit peu, des Fiesta ST MK7. Et la MK8, avec laquelle j'avais passé beaucoup de temps. Moteur 3 cylindres turbo, 200 chevaux. Autobloquant, voiture bien optionnée, qui aujourd'hui vaut entre 16 et 20 000 euros, qui est beaucoup plus moderne, et qui est une super caisse. C'est une super bagnole. Ça marche, ça lève la patte intérieure arrière dans les virages, le moteur, le 3 cylindres est explosif, tout est bien dans cette caisse. C'est des super bagnoles. J'aime vraiment beaucoup. Bah, j'ai une alternative à proposer pour celui qui n'arrive pas
à accepter un intérieur aussi pourri, ou alors qui n'aiment pas la ligne, eh ben, j'ai une alternative avec un 600 ligne noble. Alors évidemment, ça nous amène chez BMW. Comme d'hab. Pour à peu près 10 000 euros, on peut avoir la BMW E87 130i. Donc la première série 1, ça date de quoi 2008, dans ces eaux-là. Ces années-là, ouais. Modèle que je connais très bien, parce que j'en ai eu une 130i, pendant 7 ans. Donc avec le 6 cylindres Atmo, 265 chevaux. Exactement. C'est ça, ouais. Tu connais tous les modèles. Ouais, c'est ça. Oui. Et ce qui en fait un futur collecteur, je pense, c'est qu'on a là une voiture compacte, donc qui est concurrente aux classes GTI, mais avec un 600 lignes, moteur avant, propulsion, boîte 6, le tout dans un package compact avec 3 portes ou 5 portes selon la version. Et donc c'est une 5 places. Alors c'est une voiture qui est assez mature, c'est-à-dire c'est pas méga fun comme une Clio RS, rien à voir, on va pas s'amuser pareil. Par contre, si on veut partir en week-end, voire en vacances avec enfants à bord, ce qui est plutôt mon use case, mon utilisation à moi, bah ça c'est sacrément compétent, ça fait tout bien. C'est juste, c'est pas le genre de voiture où on va mettre son réveil tôt le matin pour juste partir conduire, pour rouler de A à A. Ouais, après c'est une perspective intéressante d'avoir une voiture utilisable, sympa à conduire parce que t'as forcément l'équilibre BMW de toute manière, avec une certaine noblesse mécanique. Il y a beaucoup de gens qui recherchent ça aussi. Le fait d'avoir, de se dire, bah voilà, j'ai un 6 cylindres Atmo, en plus 265 chevaux, c'est quand même pas ridicule comme puissance. C'est même plutôt rapide. Moi j'avais une autre idée chez BMW, une voiture que j'aime beaucoup. Alors c'est la version coupée de la E87. Je sais pas quelle génération c'est. La version coupée, bah, c'est la série 1 que je viens de citer, mais en 3 portes. Ouais, mais en tricorps, quoi. Ouais, ça, en coupé. Ouais. Pareil en 1.25i. Donc avec le 6 cylindres atmosphérique détuné qui fait 180... Non, ou 213, 212, 11 un truc comme ça. Autour de 210 chevaux, je crois. Ou 190, j'ai un doute. Mais pareil, boîte méca, look de BMW, coupé, plutôt joli. J'avais failli en acheter une à l'époque, qui était noire, avec les belles jantes un peu type CSL, là, et l'intérieur marron. Et je trouvais ça super joli comme voiture. Bah ouais. Tu sais, c'est une belle caisse, quoi. Ouais. Et je pense que t'en trouves pour aller entre 11 et 15 000 euros peut-être. Alors c'est pas vraiment petit budget, une mais 125 c'est même peut-être moins cher parce qu'une 130 c'est je pense que c'est kilométré 11 et 15. Ah ouais, je pense que maintenant elles ont quand même pris pas mal de kilomètres, donc c'est peut-être ça. Mais ça c'est des belles voitures, je trouve, même statutaires. Ah, pardon, je vais tirer mon rideau parce que là, le soleil de Provence m'éblouit. Oui. Hop là. J'ai un axe tout autre à proposer. Parce que bon, on a un biais, toi et moi, Erwan, on parle souvent de sportive et de sportivité. Oui, c'est vrai. Mais après tout, se faire plaisir, le plaisir de conduite, c'est pas que la sportivité. Je sais que, enfin, je soupçonne que tu vas me rejoindre. Je pense par exemple au vieux paquebot. C'est-à-dire le plaisir de rouler dans, par exemple, une BM série 7 des années 80. Alors ça peut être la E82, la E32 qui était donc début des années 80, une 730i tout simplement avec le M30 B30, ça se touche à 10 000 euros. Pour ceux qui préfèrent celle qui est venue après, la E38, donc c'est la même ligne que celle qu'on voit dans James Bond quand il la télécommande avec son smartphone, mais James Bond avait la 740, je crois qu'il avait la 740. C'était une 40 ou une 50 ? Ah, j'ai un doute. Tu me fais douter. En tout cas, si on est dans les petits budgets, on va plutôt viser une 728, voire une 730D, pour ceux qui veulent pas consommer. Ça se touche à 10 000 euros. On a une ligne incroyable, sans doute la plus belle série 7 jamais faite. C'est beau. On a un intérieur somptueux. On a l'impression de hacker le système parce qu'on a une expérience luxueuse à bord et au roulage pour 10 000 euros. Donc je trouve que ça répond complètement à la problématique. Et pour ceux qui n'aiment pas BM, on peut s'amuser à faire la même chose chez Mercedes. Une classe S W126
Donc c'est la très belle du milieu des années 80 qu'on peut toucher en 280 SE ou en 300 SE, donc le 600 lignes relativement économe. C'est 10 000 euros aussi. C'est vrai qu'on était parti plutôt sur de la voiture. C'est vrai que moi, bon après, je pense que pour tout le monde, quand on parle de voiture plaisir, on parle de voitures un peu sportives, mais remarque, alors, c'est les voitures émotion, en fait, les voitures plaisir. C'est ça, c'est vrai. Oui, non, c'est vrai, donc il faut rester plus large. Parce que techniquement, quand j'y pense, quand je pense à ma BMW série 5 34, là, que tu as possédé et que tu possèdes en moult versions, il y a du plaisir de conduite, il y a du plaisir d'exclusivité, il y a du plaisir de look, il y a du plaisir de comment je pourrais appeler ça, un peu ce que tu disais juste avant avec la série 7. La polyvalence, le luxe. De polyvalence et même d'une certaine opulence de l'époque. Ah ben oui. Tu vois, t'es dans un truc, t'es bien, c'est canapé, c'est V8, ça a été pensé à l'époque où il y avait pas de normes et on se disait, il y a traversé l'autobahn très vite. Avec un accent allemand pas complètement assumé. Et c'est vrai qu'il y a du plaisir là-dedans et moi, il y a une caisse que j'adore. Et vraiment que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup chez BMW, c'est la E39. Ah, la série 5, ouais. Donc la série 5 toute E39. Fin des années 90, début 2000. Début 2000. Parce que je trouve que quand tu t'assieds dedans, ça m'avait choqué, j'avais essayé il y a longtemps, c'était le propriétaire du Z3M dont je m'étais occupé, qui m'avait fait essayer cette voiture, il avait donc une 525i, donc 6 cylindres atmosphériques, 193 chevaux, je crois, ou 170, je sais plus, dans ces eaux-là. Break, phase 2, PACM. La modernité de la voiture était incroyable. Et je me suis assis là-dedans, j'ai pris quelques virages, j'ai roulé avec, je sais pas, j'ai dû faire 50 bornes avec, et je me suis dit, mais la vache, comme c'est bien, comme c'est confortable, comme c'est dynamique, comme ça a de la gueule, moi je trouve ça beau, et surtout comme l'intérieur paraît solide, bien assemblé, t'as des boutons partout, c'est génial. Et je trouve que même pour un daily, dans peut-être une motorisation modeste, je trouve que c'est vraiment une belle voiture, quoi. Ah mais complètement. C'est une super belle voiture. Là on est sur un sommet en termes de value for money, rapport qualité-prix, si bien que dès qu'on s'écarte de ce sommet que tu pointes, on est sur des retours diminuants. C'est un peu comme les chaînes hi-fi. Rapidement, au-delà d'un certain niveau de qualité de son, en mettant plus cher, on a toujours un meilleur son, mais on a un son qui est de moins en moins meilleur plus on aligne des billets. C'est vrai. Et pour rester un peu chez BMW, mais pour passer sur une autre forme de carrosserie, moi j'ai quand même un amour particulier pour le Z3 et le Z4, qui sont, et j'avais la discussion avec un copain cette semaine, même dans les petites versions, donc les versions petit moteur, on va dire 4 cylindres, des super voitures. Et le Z3 4 cylindres 1,9 litre, 140 chevaux, est une voiture qu'il ne faut pas bouder. Vraiment pas. Parce que c'est un moteur qui est assez étonnant, qui est très coupleux pour un 4 cylindres, qui est rageur dans les tours. Il suffit de mettre... Alors, d'origine, c'est hyper mou en châssis, un Z3 4 cylindres. C'est vraiment... La voiture, elle se balade dans tous les sens et tout. Mais avec juste des suspensions et un échappement pour... Allez, 12-13 000 euros pour avoir un exemplaire un peu joli. Alors, je mets des guillemets, c'est difficile de trouver des beaux Z3 aujourd'hui. Parce que c'est des voitures qui vieillissent un peu mal, qui étaient un peu conçues avec un œil de fermé. Mais c'est vraiment des caisses qui à conduire sont sympas parce que, en fait, moteur très fun et que tu peux vraiment exploiter. Là encore, c'est un moteur, tu peux lui taper dedans et en fait, t'as passé 5 rapports, t'es à 120, quoi. Donc, et du coup, c'est extrêmement plaisant. Puis c'est petit, c'est léger, c'est facile, c'est capital sympathie assez énorme, puis très très utilisable. Et oui. Assez sympa. Alors tu sais, Erwan, c'est le moment de remercier notre partenaire commercial qui est Car Vertical.
j'ai sorti un rapport très intéressant. Tu as parlé de la 540i boîte manuelle. Et ben, quand j'ai acheté la mienne, j'ai sorti évidemment le cœur vertical comme je fais toujours. J'ai pu valider que elle a pas jamais été volée, elle a jamais été accidentée, le kilométrage n'a jamais été trafiqué, donc j'avais les 3 voyants verts. Mais en plus, regardez, on peut voir les photos de 2 annonces auparavant où elle était en vente. Et c'était rassurant parce que je pouvais voir qu'elle était à chaque fois en vente chez un spécialiste de modèles sportifs plutôt premium. Elle était dans le même bel état. En plus, quand vous regardez l'historique, il y a tout un tas d'entrées qui montrent que la voiture a passé la plupart de son temps dans les pays nordiques, d'abord en Suède, ensuite en Finlande, avant de passer brièvement en Lettonie où moi je suis allé l'acheter. Pour vous aussi vérifier vos voitures, les voitures qui vous intéressent avant d'acheter, vous sortez le rapport cœur vertical, vous avez le droit au moins 20% qu'on peut vous proposer avec notre code promo TGDAlex, et plus vous l'utilisez, c'est la meilleure manière de supporter ce podcast et de nous encourager en le faisant vivre. Donc merci à vous. Et si vous voulez encore plus nous soutenir, bien sûr, abonnez-vous à la chaîne YouTube, abonnez-vous aux différents réseaux sur lesquels vous écoutez, et pensez à mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup à amener de la visibilité au podcast et à le faire durer. Oui, merci. Revenons sur nos petits budgets. Ouais, j'avais un autre axe, Erwan, dans l'optique non-sportivité, mais haute en émotion. C'est les voitures qui sont particulièrement lentes, mais pleines de personnalité. et là, je pense par exemple... On pourrait dire ça de quelqu'un, hein. Il est lent, mais vraiment, il est plein de personnalité. Ah, t'es vache. Là, je pense à, par exemple, la coccinelle chez Volkswagen, la 2 chevaux de chez nous, la Fiat 500, le premier modèle des années 60. Vrai. La Fiat 500, j'en ai déjà eu une, et je peux vous dire, c'est fandard à mort. Parce qu'on se retrouve à exploiter pleinement la mécanique en faisant la course avec maman dans son SUV en train de trimballer les enfants à l'arrière, qui est même pas au courant qu'on est en train de la poursuivre. C'est super drôle. C'est vrai que, alors c'est drôle parce que tu le dis d'un coup et j'ai des souvenirs qui remontent. Les parents de mon meilleur pote ont eu et ont toujours des Fiat 500 première génération. Ouais. Et d'un coup, j'ai effectivement des souvenirs de lui et moi. Mort de rire parce qu'on on est tous les deux grands avec de la carrure et épaule contre épaule, tu sais, épaule contre le conducteur et épaule contre la vitre dans la Fiat 500 dans Nantes à aller faire des courses, à aller faire je sais pas quoi et effectivement je me souviens d'une expérience juste trop drôle quoi. Trop drôle parce que la caisse tu l'envoies dans tous les sens, dès qu'il pleut, la voiture c'est une patinette. Un capital sympathie puis surtout j'ai encore un meilleur souvenir d'un jour suivre mon pote qui était dans la Fiat 500 et voir à quel point c'était petit et à quel point juste son dos qui dépassait du siège remplissait complètement la vitre arrière et on voyait même pas à travers la bagnole tellement c'était petit et je me souviens avoir eu un fou rire tout seul dans la voiture en le suivant parce que je trouvais ça trop marrant et c'est vrai que ça a un capital sympathie assez extraordinaire qu'on retrouve dans plein de voitures. J'y pense aussi, alors j'ai aucune idée de combien ça vaut. Mais un très bon ami avait à l'époque une Peugeot 104Z. Donc une version un peu sportive, je crois. C'est pas trop dans mes connaissances ces genres de voitures. Ouais, une petite Peugeot 104Z, donc une espèce de petite GTI de l'époque, quoi. Et je me souviens avoir conduit ça et j'avais trouvé ça trop drôle. J'avais trouvé ça marrant, et ça se balade, t'as du charme, c'est. Et ce genre de bagnole. J'ai aucune idée de combien ça vaut. La 104Z, je sais pas, mais une Fiat 500 pour 10 000 euros, sans problème. Ouais. Et ce qui est marquant, c'est que t'as toujours quelque chose à faire dedans, parce que les rapports sont ultra courts, parce que la voiture est conçue pour pouvoir monter une pente raide, avec je sais même plus combien de chevaux est là, mais 20, 25 ouais, 20, je pense. À tout casser. Et donc, 20 pour lui permettre... Et pour lui permettre, avec 4 adultes à bord, éventuellement, de monter une côte, il faut des rapports très courts. Et donc, quand on part au feu vert, on est déjà en 3e, alors que la voiture qu'on course, elle est toujours en première, et on s'amuse comme des oufs. Ça fait partie, en fait, de ces voitures, d'une catégorie assez particulière de voitures qui embellissent immédiatement ton trajet. Ah, c'est impossible d'être en dépression dans une Fiat 500. Ah ouais. Impossible. Et je pense à ça même avec des, tu vois, je sais pas, à chaque fois que je croise une Méhari, par exemple, ou une 4L, ou une 2 chevaux,
tout ça. À chaque fois, je me dis, oh là, qu'est-ce que c'est cool quand même. Même une 4L, j'en ai vu une magnifique. Alors, moi, j'ai appris à conduire sur une 4L. Parce que mon grand-père avait, sa voiture pour aller dans les champs, c'était une 4L, donc qui était rehaussée avec des gros pneus et tout. J'ai appris à conduire sur une 4L. Et quand je vois une belle 4L, chaque fois, il y a forcément des souvenirs personnels, mais je me dis que c'est une voiture cool, quoi. Et j'en ai vu une avec Aix-en-Provence, elle était neuve. Incroyable. Trop belle. Ouais, c'est une autre façon de hacker le système et de prendre un plaisir monstrueux au volant pour petit budget. Ouais, absolument. Et ouais, ça transforme immédiatement ton trajet, ton expérience de conduite. Il y a un charme, quelque chose qui se dégage immédiatement et ça devient complètement différent. Ça transforme complètement le prisme du déplacement. C'est assez amusant. J'ai noté d'autres voitures quand même. Yes. Là-dedans. Alors, on a parlé de pas mal de traction, parce que effectivement, les tractions, c'est quand même des autos c'est souvent entre guillemets les tractions, enfin les sportives budget abordable. Et une voiture dont je voulais parler, parce qu'on n'en parle pas assez, je reviens chez Ford, la Ford Focus RS MK1, donc la première, celle développée par Colin McRae, véritable voiture d'homologation. J'en ai vu une la semaine dernière sur la route. On n'en voit jamais de ces voitures. Et c'est trop bien. Ça marche 1 tonne. Il y a 215 chevaux quand même, d'un moteur turbo compressé. Il y a un autobloquant mécanique, un intérieur avec les gros récarreaux bleus là qui sont magnifiques, des ailes larges, les grandes jantes 5 branches OZ. Enfin type OZ, je sais pas si c'est des vrais OZ, mais je crois que si. C'est une bagnole qui a un capital sympathie extraordinaire. C'est vraiment très bien à conduire. C'est sportif, c'est efficace, c'est fun. Le train avant est un peu malmené par la puissance, des sensations. Et c'est un peu collector quand même, il n'y en a pas beaucoup. Je crois que c'est limité comme voiture, je crois qu'il y en avait 2500, quelque chose comme ça. C'est des super caisses, une voiture très sensationnelle et très, très amusante. Alors ça vaut maintenant un peu de sous quand même, ça vaut plutôt autour des 20 000 euros dans ces eaux-là, quoi. J'allais dire, parce que quand tu prononces le mot un peu collector, ça se reflète dans la cote. Mais d'un autre côté, ça veut dire que l'argent qu'on va mettre dedans en entretien, on va le récupérer à la sortie par une cote qui continue à monter. Ouais, absolument. Mais du coup, j'ai envie de reglisser vers mon postulat initial qui était que petit budget ne veut pas forcément toujours dire la même chose dans différentes marques. Et c'est le moment où j'ai envie de dire qu'il faut rouler en Aston Martin DB9 parce que finalement ça coûte que 60 000 balles et on peut quand même... Bon, voilà quoi. Il y a toujours, je pense qu'il y a toujours ce truc de se dire, bon, objectivement voici mon budget, voici objectivement les bonnes solutions et peut-être je peux rouler en V12 pour le même prix, mais il y a sûrement une bêtise, il y a sûrement un truc qu'on nous dit pas quoi. Alors... Ah bah si, il y a un truc qu'on te dit pas, c'est que toi, Erwan, t'es l'essayeur par excellence, donc tu peux nous parler de l'expérience de conduite. Mais je suis pas le possesseur. Eh oui. Toi oui. T'as possédé des caisses un peu comme ça où tu t'es dit quel vol, j'ai fait l'affaire du siècle et après en utilisation tu t'es dit tellement pas. On peut parler de Ferrari à petit budget, je pense à la 348. Alors j'avais pas la 348 d'entrée de gamme, la TBTS qui était la première version est décriée parce qu'un comportement à la limite qui était assez traître. J'avais la GTB qui en effet cote un petit peu plus. Alors c'était très fiable, j'ai eu ça pendant 5 ans. Très fiable. Ouais quand même. Mais l'entretien, rien que de routine, ça commence déjà à taper fort. Alors on n'est pas dans les niveaux d'une 512 TR, mais on est obligé de sortir le moteur pour faire les courroies. Les courroies qu'on est obligé de faire religieusement tous les 5 ans maximum, et encore Ferrari préconisait tous les 3 ans. Et ça coûte un billet, cette révision-là, c'est 5 à 7 000 euros, selon là où on l'emmène. Et là, je parle de chez un spécialiste, hein, pas dans une concession. Et ça, c'est quand t'as pas de problème mécanique avec, quand c'est juste de l'entretien de routine. Alors, c'est pas 5 000 euros chaque année, hein, mais ça va être 1 500 par an, plus tous les 5 ans, 5 à 7 000. Et ça, si on n'a pas de mauvaise surprise, parce que c'est des voitures assez costauds. Donc il y a des réalités. Par contre en assurance, faut savoir que les Ferrari c'est relativement peu cher à assurer.
Quand je dis relativement peu cher, faut se dire que ça va coûter moins cher à assurer, figurez-vous, que par exemple une M3 E36, qui va valoir beaucoup moins, elle. Ah ouais. Mais pourquoi? Marrant. C'est parce que les Ferrari sortent peu souvent, Oui, il y a font moins de données, statistiquement de crash. peu de bornes, sont peu volés parce que très visibles, difficiles à revendre. Les propriétaires qui les sortent prennent typiquement très soin d'elles. Donc, en fait, faut pas s'étonner que ça coûte peu cher à assurer. C'est rigolo, ça me fait penser à quand j'ai acheté la Porsche en assurance, c'était relativement raisonnable en tout risque. Et quand j'ai eu la BM, j'ai reçu la cotation et c'était genre beaucoup plus cher. Du coup, j'ai appelé mon assureur, j'ai dit mais c'est quoi ce bazar? Il y a une voiture qui vaut 20 000 balles et l'autre qui vaut 15 000 euros de plus. Il dit ah non, c'est pas ça le problème. Il dit le problème c'est que une BMW avec un V8, alors qui en plus techniquement fait plus de chevaux fiscaux. Bah il oui. m'a dit on a des datas catastrophiques sur ces voitures-là. Pourtant, Erwan, tu savais, tu en as rigolé que t'avais acheté une voiture de gangster, bah tu le payes à ce moment-là. Ouais, sauf que normalement les gangsters ils font les poches des gens là, c'est lui qui m'a fait mes poches là. Ouais, c'est ça. Mais ouais, je suis en train de réfléchir à la voiture la plus chère, enfin la plus ostentatoire qu'on pourrait avoir pour le budget minimal. Mine de rien quoi. Ah bah non mais c'est facile. Ah bon tu vas taper dans des vieilles Bentley ou Rolls-Royce des années 80. Là, niveau ostentation, t'es au max. Oui. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et niveau budget, alors en conduite à droite, on va peut-être pas en parler, mais conduite à droite, c'est quasiment de l'argent de poche. Et en conduite à gauche, pour 15 000, t'as un bel exemplaire. Ah ouais? Ah ouais, Tu peux rouler avec quoi? Tu peux rouler en Bentley pour 15 000 balles? Une Rolls-Royce Silver Shadow des années 80 ou une Bentley T1 ou T2, c'est-à-dire c'est la Rolls-Royce rebadgée en Bentley. Alors okay. À l'époque, c'était pas plus sportif, hein. C'était juste la calandre qui changeait et certains équipements. La sportivité chez Bentley, elle est arrivée avec la Mulsanne Turbo à la fin des années 80 et ça commence à coûter plus cher parce que ça se sait que c'est un peu sportif. Ok. Ça, tu parles d'anglaise, du coup il y a un truc qui me traverse l'esprit qui est comme une évidence, mais Jaguar. Ah bah oui. Jaguar, c'est quand même des caisses où t'as. Tu vois, je pense au XJ par exemple, ou les grandes berlines un peu concurrentes, série 7, classe S. Bah oui. Une belle XJ là début des années 2000 là, ça a une gueule. Ah bah là t'as l'odeur du cuir, t'as du cuir partout, t'as de la ronce de noyer, y a pas de plastoc. Il y a 18 vaches qui sont passées dans l'intérieur. Ouais. Une forêt complète, mais c'est fantastique. Et même, alors, un truc qui est réellement du vol apparemment, c'est la Jaguar XK. La Jaguar XK dans sa version, alors pas les premières qui ressemblent aux Aston Martin DB7, même si mon pote dont je parlais avant, son père a eu une XKR pendant pas mal de temps, donc avec le 4 litres 2 compressé, donc les versions vraiment très longues, très fuselées là, qui sont quand même des voitures plutôt jolies, et je crois qu'ils sont quand même réputés assez fiables. Mais moi je vais parler de la génération d'après, donc début des années 2000, enfin plutôt 2006, 7, 8, 10. La XK en 4 litres 2 moteur atmosphérique, boîte automatique, c'est une voiture que tu peux toucher à, je pense en faisant une bonne affaire, tu peux en avoir à 20 000 euros. Et t'as une voiture quand même qui a une gueule. Ouais. Oh. Et j'avais rencontré plusieurs fois des gens, souvent des jeunes d'ailleurs, qui ont acheté ça parce que c'était l'occasion de rouler avec un V8 Atmo. Je crois que ça fait 300 chevaux, je crois, qui apparemment est très économique. Qui est vraiment économique en consommation d'essence, etc. Et tu roules dans une GT magnifique avec des lignes de dingue, un intérieur, oui, qui est un peu vieilli, mais bon, quand tu vois la gueule de la voiture, tu t'en plains pas. Ouais. Et ça, c'est une voiture qui, à titre perso, m'intéresserait vraiment. Et d'ailleurs, j'ai hésité à acheter ça à la place de la E34. C'était dans ma liste. Ah bah oui, toi qui n'as pas d'enfant, ça aurait été très approprié. Ah ouais, puis je trouve qu'il y a une... À la limite, tu vois, la E34, quand je la roule, les seules personnes qui savent que c'est cool, c'est moi et les personnes qui vont reconnaître la voiture, la couleur ou des choses comme ça. Ouais. Une XK, quand tu roules dedans, de manière universelle, tout le monde se dit « Oula, ça c'est quand même une voiture un peu impressionnante, quoi. » De sport, elle est fuselée, elle est élégante, il y a une notion de voiture qui, je pense, pour la tête...
de la personne lambda vaut immédiatement de l'argent. Ouais. Et c'est vrai que c'est une très très belle caisse. C'est une voiture que j'aimerais beaucoup essayer et avoir un jour. Parce que je trouve ça trop cool en fait. Le fait de se dire, ah bah tu roules dans une GT magnifique avec un V8. Ah bah t'en as clairement pour ton argent. Ouais. Bah ouais, je pense que ça serait mon choix d'ailleurs. Pour 20 000 euros, qu'est-ce que t'achètes? Y a pire, ouais. Ouais, je pense que c'est. Puis il y a des belles voitures. T'as des voitures qui sont. Bah tu sais quoi, je trouve que ça marcherait mieux pour toi que pour moi. Et je parle pas du fait que j'ai des enfants, mais toi, ton jeune âge, en fait, tu passes pour un mec cool. Ouais, de ouf. Parce que tu conduis un peu ironiquement cette Jaguar. Alors que moi, à 51 ans, je passe un peu pour le vieux mec qui est au premier degré dans sa Jag et ouais, moyen. Effectivement. Alors, c'est vrai que je sais pas si je me risquerais à rouler en Jaguar XK à 60 ans, tu vois, parce que c'est ça, ouais. Là, tu valides un cliché terrible. C'est ça. Mais oui, à mon âge, à 30 ans, rouler là-dedans, en tout cas, à titre perso, je vois ça comme un truc très cool, comme un contre-pied. Ah, mais totalement. Et j'aime bien les contre-pieds, donc. Complètement. Eh ben, j'aimerais donner un contre-pied qui est une astuce d'achat, cette fois. Parce que les gens me demandent souvent sur Instagram, ils me disent, mais Alex, comment tu trouves tes bagnoles? Parce qu'à chaque fois, ils me voient rouler avec des exemplaires magnifiques et qui sont très kilométrés. Parce que quand j'achète une voiture, j'ai besoin de me faire un maximum plaisir avec un minimum de budget, parce que j'ai un budget qui, mine de rien, est limité et je veux pas mal de voitures, donc je peux pas me permettre de mettre tout dans une. Et ben, ce que je fais, c'est que je cherche des voitures qui, paradoxalement, sont anormalement chères, mais anormalement chères pour leur kilométrage. C'est-à-dire, ça donne par exemple mon Alpina. Quand je l'ai trouvée, elle avait 450 000 bornes et elle était affichée 30... Alors avant négo, ça devait être même 40 000 parce que moi je l'ai payé 38. Et donc, 40 000 euros, une Alpina B10, en fait, c'est anormalement cher pour ce kilométrage stratosphérique, astronomique. Pareillement, ma M3 E36 3 litres 2 Berline. Berline, ouais. Que j'ai payé 20 000 euros quand je l'ai acheté et elle avait 350 000 bornes. En fait, c'était pareil, anormalement cher pour le kilométrage. Et donc, en fait, personne n'allait la voir. Les voitures, à chaque fois, c'était moi le premier à me déplacer. Le truc, c'est que quand on a une voiture qui est anormalement chère, bah, dans un marché concurrentiel, c'est souvent pour une raison. Par exemple, ma B10 a été entièrement reconstruite par un malade maniaco-dépressif du petit détail. Ouais, c'est vrai. Qui avait même pris le soin de démonter les sièges, et pendant les 12 ans qu'il l'a eu, il a mis les sièges dans sa cave, et il avait mis d'autres sièges pour rouler, pour pas user les sièges Alpina d'origine. Ma M3, pareil, elle a été archi suivie. Il y avait 25 tampons de concession BM dans le carnet. Et ensuite, en plus de ça, elle a été restaurée. Le premier proprio, un Suisse, l'avait eu de 0 jusqu'à 310 000 km. Donc on tombe sur des voitures hors normes. Alors je dis pas qu'il faut acheter à l'aveugle une voiture qui est anormalement chère pour son kilomètre. Ce que je dis, c'est qu'il faut contacter le vendeur, faut poser des questions, faut demander des photos complémentaires, faut se déplacer pour aller voir pourquoi elle est anormalement chère, et c'est là où on peut hacker le système. C'est hyper intéressant comme anecdote, et d'ailleurs c'est intéressant, et ça, pas plus tard qu'hier soir, devant le Grand Prix du Mexique, qui était pour une fois passionnant, je me retrouvais en train de scroller sur le Bon Coin et je tombe sur parmi mes nombreuses alertes sur une voiture que j'adore et que je rêve de posséder un jour, une série 6 E24, donc la très longue série 6 BMW de la fin des années 80, début 90 avec le fameux Sharknose CSI. Et là, en l'occurrence, c'était une M635 CSI. Ouf. Alors là, on n'est pas dans les petits budgets, Erwan. On n'est pas dans les petits budgets. Mais parce que je rebondis sur ton histoire de kilométrage. Ah oui. La voiture, moi j'adore cette caisse. Parce j'en ai déjà une. Une M635 CSI. Une M635 avec le M88. Ouais. C'est une GT magnifique. C'est tellement sexy comme caisse. C'est tellement classe. Et moi, cette voiture-là,
Il y a des voitures, et pourtant je suis pas toujours hyper attaché à l'esthétique des voitures. Alors évidemment, j'aime bien une belle voiture, ça va de soi, mais il y a certaines bagnoles qui, en fait, me transportent dans une image. Et, genre, je sais pas, je vais dire un truc cliché, mais une Aston Martin, tu vois, c'est James Bond, tu sors en costard. Quand je vois une série 6, avec vraiment le Pacem, enfin, ça s'appelle pas un Pacem, mais c'est quoi, c'est M-Tech. C'est celle qui a le nez de requin. Oui, le Sharknose, on est dans le milieu des années 80. Elle est équipée du moteur de la M5 de l'époque et qui aussi est dérivé du moteur de la M1. C'est quasi au boulon près le moteur de la M1. Ouais. Et c'est des voitures qui sont très fines, étroites. Moi, j'adore ça. Et en fait, t'es assis là-dedans. Et moi, quand je vois ces voitures-là, je m'imagine en train de sortir avec un chapeau de gangster, un manteau long et une mitrailleuse Thompson avec chargeur camembert pour aller braquer une banque. J'ai cette image-là, je peux pas me l'enlever de la tête, et à chaque fois que je vois ça, je me dis mais c'est tellement cool. En plus de ça, c'est une voiture qui est fantastique à conduire, qui a un moteur extraordinaire. Ouais. Je pense que en termes de pure motorisation, on est complètement parti du sujet, hein, mais c'est ma spécialité de partir dans des digressions. En termes de plaisir mécanique et de volupté d'envoler dans les tours, je crois que c'est vraiment mon expérience de conduite la plus mémorable en termes de motorisation. Ce moteur, il est incroyable. Et bref, c'est un monument. C'est vraiment un monument. Et bref, il y en a une à vendre sur le Bon Coin en ce moment qui est beaucoup moins chère que les autres. Ouais. Elle est à 49 000 € parce qu'elle a 250 000 km. Intégralement restaurée, repeinte, historique, épais comme ça. Et hier soir, j'étais sur le Bon Coin en train de regarder mon téléphone en me disant ça. Ah merde. Ah ben, si je peux faire éclater la bulle de ton rêve, elle a un gros défaut, cette bagnole. Que je connais bien, puisque j'en ai une. Alors, faut savoir, Erwan, c'est pas du tout une voiture de sport. C'est une GT. Non, c'est une GT. Dans un rôle de GT, elle sera très bien. La raison pour laquelle c'est pas une voiture de sport, c'est que l'intégrité structurelle est pas bonne. Alors, on le devine en regardant la bagnole, parce que elle a une verrière qui est géniale, et c'est ce qui fait un peu l'intérêt du modèle, avec des piliers A qui sont tout petits. Je crois que c'est... Alors, est-ce qu'elle est sans pilier? Je sais plus. Non, elle a un pilier B, mais qui est tout fin. Pareil. Oui, je crois. Et cette finesse, en fait, on le sent au volant parce que dans les virages, on sent toute la structure qui se vrille subtilement. Et donc, les suspensions ne peuvent pas rigoureusement faire leur boulot parce que la coque n'est pas rigide. Et c'est pour ça qu'on peut pas attaquer sur le réseau secondaire. C'est juste pas gratifiant. Mais en GT longue distance, magnifique. Non, mais tu vois, moi, j'avais essayé... Alors, comme d'hab, j'imagine qu'il y a toujours des modifications possibles, histoire je trouve, j'ai perdu complètement mon mot, mais d'empêcher cette torsion au moins un minimum, peut-être avec des barres de renfort ou des suspensions ou des trucs comme ça. Bon, après, tu vas toujours plus loin, mais... Une barre anti-rapprochement sous le capot, ça va pas suffire, hein. Ah ouais? Ah, c'est un full arceau à l'intérieur. Ah bah si, un full arceau, mais... Soudé, non, je rigole. si. Carrément, bah voilà. C'est bon. Elle a couru en compétition, hein, la E24. Oh, d'ailleurs, il y en avait au 10 000 tours du Castellet il y a quelques mois, là. Ah ouais, magnifique. Avec les échappements latéraux, là, les ailes larges et tout. Quand tu vois ça qui passe full gaz avec des flammes d'1 mètre qui sortent des échappements latéraux, tu te dis, mais quelle époque. Fantastique. Bon, on est complètement parti du sujet, mais j'ai une dernière astuce à donner, une astuce très pragmatique pour les petits budgets. Alors, pour profiter de cette astuce, faut pas être à cheval sur un modèle donné. Mais si on est souple sur le modèle pour se faire plaisir, ce qu'on peut faire, c'est on peut aller sur une enchère en ligne. En France, il y a Benzine. À l'international, mais qui s'implante également en France, il y a Collecting Cars. C'est chez eux où j'ai acheté ma 540i boîte auto. J'ai déjà acheté aux enchères aussi ma E30 325i Touring. Je l'ai acheté aux enchères sans l'avoir. Donc ça se fait. Et c'est un risque qu'on peut prendre parce que c'est un risque qui est reflété dans le prix. On va typiquement payer les voitures moins chères que sur le marché libre en annonce normale. C'est vrai. Et la raison pour laquelle je dis aux gens, faut être un peu souple sur le modèle, c'est que si vous attendez une enchère sans prix de réserve, si vous avez un peu de chance et vous suivez l'enchère, vous pouvez payer votre voiture 30% typiquement moins que sur le marché libre. Et les propriétaires, ils trouvent leur compte, c'est pas une arnaque, hein, les propriétaires, ils trouvent leur compte parce qu'ils vendent très vite, ils ont la garantie de vendre, ils ont l'argent 7 jours après le démarrage de l'enchère.
Donc vous pouvez faire une affaire. Finalement, ce que je retiens de ce sujet, c'est qu'on a répondu de plein de manières à la question. Alors, peut-être que les gens ont... D'ailleurs, tiens, c'est excellent ça. Si vous avez des suggestions de voitures que vous avez trouvées géniales, à des budgets raisonnables, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. Parce que, là, effectivement, on discute entre Alex et moi, vous êtes très nombreux à mettre des commentaires, ce qui est extrêmement plaisant et agréable, et sachez qu'on les lit tous. Et c'est aussi cool de partager vos expériences. Je dis ça parce que, aujourd'hui, et même nous les premiers, même si on essaie d'être le plus large possible dans nos analyses, on va dire que les réseaux sociaux et les médias en général se concentrent finalement sur une palette assez restreinte de voitures. Quand tu as, je sais pas, tu te dis allez j'ai 15 000 euros, tu regardes internet rapidement, tu vas avoir 4-5 voitures qui vont sortir et tout le monde. Donc ce que je veux dire c'est compliqué d'aller chercher un peu des choses qu'on propose pas forcément partout. Donc j'ai complètement perdu ce que j'étais en train de dire parce que j'ai lu un truc. Oui. Donc quoi? J'ai complètement perdu ce que j'allais dire. Eh ben, est-ce que c'est pas le signal qu'il faut passer aux news? Si, peut-être. Pardon, je suis désolé. J'attends les news de pied ferme, Erwan, parce que tu viens de sortir ton essai de la Ferrari. D'ailleurs, c'est plutôt dans le thème. Ferrari a relativement petit budget, la 308 GTB. Donc on est sur la petite berlinette V8 atmosphérique début des années 80, popularisée par l'inspecteur Magnum, Thomas Magnum. Ça. Alors série d'ailleurs, parce que c'est marrant, dans les commentaires, il y a à la fois des gens, donc j'ai sorti cette vidéo dimanche, qui est sur ma chaîne YouTube. Dans les commentaires, il y a à la fois des gens qui me remerciaient de pas avoir cité Magnum, parce qu'effectivement, dès qu'on parle de Ferrari 308, et en l'occurrence dans Magnum, c'était une GTS, ça saoule tout le monde. Oui. Je pense que c'est un peu comme dire James Bond et Aston Martin. Je pense qu'au bout d'un moment, ça saoule tout le monde, même si bon, voilà. Et il y a aussi des gens, du coup, il y a des gens qui m'ont remercié de pas avoir cité Magnum. La raison pour laquelle j'ai pas cité Magnum, c'est que je n'ai jamais vu cette série. Voilà. Donc, bon, chacun son époque. C'est mon enfance. Moi, j'ai grandi avec Star Wars. Chacun son truc. Et encore, toi, c'était pas les vrais Star Wars, parce que c'était mon enfance, les vrais Star Wars. Oui, moi j'ai grandi. Mais oui, mais du coup, j'ai grandi avec effectivement les 1, 2, 3. Ah non, les faux trucs, les faux trucs, je peux même pas les regarder, moi. Les 1, 2, 3? Non, si, les originaux, les 1, 2, 3. Ah, quand même. Ah oui. Non, mais attends, mais j'ai pas grandi avec ceux d'après. Attends. Mais le premier, je l'ai vu au cinéma, hein. Alors, j'étais tout petit, je pouvais à peine capter, mais dans les années 70, je l'ai vu au ciné. Ouais. C'est dingue, ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi j'ai toujours eu du mal à... Les 4, 5, 6, j'aime beaucoup le 6, je sais pas pourquoi. Je crois que quand j'étais petit j'aimais bien parce que dans le 6 t'as la bataille d'Endor avec... Waouh, on a encore 30... c'est pas grave, on s'en fout. Dans le 6 t'as la bataille d'Endor avec les Ewoks là, et du coup j'aime bien parce que je pense que je trouvais ça mignon. Mais le 4 et le 5, même si cinématographiquement ils sont trop cool, en termes d'effets spéciaux à regarder aujourd'hui ça fait un peu mal. Mais par contre les 1, 2, 3... Bon, cette 308... Ouais, du coup, cette Ferrari 308. Alors, c'est drôle. Alors, je vais répéter rapidement ce que je disais dans la vidéo, mais il fallait que je fasse une vidéo pour ce week-end, parce que j'avais plus de vidéos en stock, et j'étais un peu à la bourre. Et donc, je passe chez Overdrive, et ils avaient une quantité de voitures à vendre, comme d'habitude, et il y avait des Porsche. Moi, Erwan étant Erwan, je dis, oh là là, des Porsche, est-ce que je pourrais pas essayer de trouver un angle différent sur un truc que j'ai déjà dit 300 fois, sur une voiture que j'ai déjà essayé? Puis Louis-Xavier, donc, qui est le gérant d'Overdrive, enfin, l'un des associés, qui me regarde et qui me dit, tu veux pas essayer un truc qui change pour une fois, genre la Ferrari 308, là? Puis moi, je regarde ça, je lui dis, mais c'est bien, ça. Il me dit, franchement, essaie. Et Louis-Xavier, il est marrant parce qu'il me survend jamais les trucs. Il me dit, essaie. Je lui fais confiance. Il m'a fait essayer pas mal de trucs cool, quand même, dernièrement. Donc, je pars avec ça. Je me dis, oh là là, si je m'arrête, est-ce qu'elle va redémarrer? Je vais pas avoir la place d'être dedans, machin. Est-ce que ça va être bien? Est-ce que ça va être un camion? La dernière expérience que j'ai d'une vieille Ferrari, c'est la Testarossa, qui est une voiture qui est faite pour aller tout droit, très vite, mais pas pour tourner. Et je me dis, bon, sans plus, quoi. Bon, évidemment, je me renseigne sur la voiture, je me dis, bon, tiens, 1 tonne, 255 chevaux, fiche technique marrante et tout. Puis Louis-Xavier me dit, celle-là, elle est vraiment au très bon état, elle est toute restaurée et tout. Je dis, bon, écoute, ça changera. Très bien. Je pars dedans. Et je te jure, c'était vendredi matin, j'avais fait
2 kilomètres. Donc je sors d'Aix-en-Provence, je mets une accélération, j'explose de rire. Véridique. Alors je l'ai pas en vidéo, mais vraiment j'explose de rire. Ah putain. Et je me dis, merde, c'est génial. Ah bah voilà, tout est là. Ah. Et en fait, là d'un coup, je me suis pris une immense claque. Donc ensuite j'ai commencé à filmer, j'ai fait mon essai, etc. Et alors, quand je fais des essais de voiture, il faut savoir que rien n'est scripté. Alors, évidemment, j'ai un truc dans ma tête, ça fait 7 ans que je le fais, j'ai une chronologie dans ma tête, je sais de quoi je veux parler, je sais à peu près ce qui va m'intéresser, les choses qu'il va falloir que je mette en avant, mais tout sort de ma tête, c'est du one take. C'est-à-dire que je filme tout en une fois, je me reprends pas quand je filme. Et donc je fais mon essai, mais quand je filme, je suis toujours dans une suranalyse. C'est-à-dire que je suis à la fois dans le moment présent, mais je suis aussi beaucoup en train de penser à ce que je raconte, ce qui est normal. Et du coup, j'aime bien, souvent, refaire la route que j'ai fait une fois que j'ai terminé de filmer, avec toutes les caméras éteintes. Pour, tu vois, me réimprégner du truc, parce que mine de rien, là, la 308, je l'ai conduite pendant 2 heures. Donc c'est très court comme expérience. C'est cool, mais c'est très court. Et donc je me suis éclaté au début, j'ai commencé à filmer, donc je suis rentré dans mon truc, etc. Je fais ma vidéo, tout. Et plus je filme, plus je me dis, quand même, c'est bien et tout. Et ensuite, je reprends une route que je connais bien, et je me dis, vas-y, j'y vais. Donc j'attaque un peu, caméra sortie, caméra éteinte, et je sors de là, et je me dis, pardon, mais bordel, qu'est-ce que c'est bien. Ouais. Et en fait, j'ai été frappé par un mix d'émotions entre une expérience tactile fantastique, parce que le levier de vitesse, un peu, voilà, t'es obligé d'être concentré dans la conduite, t'es obligé d'être présent. Une sensation vraiment étonnante que j'ai rarement eue dans d'autres voitures, alors j'ai encore du mal à mettre des mots dessus, mais de prestige de l'expérience. Parce que j'étais dans une petite Ferrari qui fait beaucoup de bruit, rouge, sur des routes de Provence, un vendredi matin, seul au monde, à arsouiller comme un cochon. Et ça m'a frappé, je me suis dit, waouh, quel moment. Tu vois, je me suis dit, quel moment, vraiment. Je me suis dit, c'est parfait. C'est parfait. Je suis là, et en plus, t'as vraiment une sensation, c'est très marrant comme voiture, c'est tout petit. Et t'es très allongé dans la voiture, donc t'as un peu la sensation d'être dans une barquette. Tu vas pas si vite, ça fait 255 chevaux, et donc tu te retrouves et tu vois, t'anticipes comme, c'est une voiture qui est étonnamment sportive, mais qui a quand même 50 ans, quasiment, un peu moins 40. Donc tu anticipes un peu, tu freines pas tard, voilà, tu décomposes tes mouvements et tout, mais j'ai vraiment été frappé par la coolitude de l'expérience, en me disant, c'est tellement stylé. Ouais. Tu vois, Et j'ai aussi comparé cette expérience à une expérience Ferrari dernièrement qui m'a vraiment frustré, qui était l'expérience de la Dodici Cilindri, donc la dernière version. On en avait parlé, je crois, dans un podcast, mais la dernière version de la Ferrari AV12 avant, là, chez Ferrari, l'actuelle qui est en vente, qui m'avait frustré parce qu'en fait, oui, ok, il y a un badge Ferrari sur le volant, mais ça m'a procuré quasiment aucune émotion, à part que ça marche très fort et que c'est impressionnant, quoi. Et là, je me suis assis là-dedans et je me suis dit, la vache, c'est tellement simple, c'est tellement cool, ça vit, ça vibre. Alors, par contre, ça fait pas un bruit de V8, ça fait un bruit de 4 cylindres avec une atmo, avec une admission grosse comme ça. Ça fait un bruit d'Honda, en fait. Oui. Ça fait pas du tout un bruit de V8. Mais plus que la voiture, ce qui m'a frappé, c'est l'expérience globale de la voiture. Rentrer dedans, c'est une expérience. Tout ce que tu touches dans la bagnole est marrant et original. Tous les mécanismes d'ouverture des portes, tout est un peu marrant. Enfin, en tout cas, surprenant pour moi. Et enfin, je pense que ça peut s'entendre dans la passion avec laquelle je parle de cette bagnole. Ça fait 5 minutes là. Mais vraiment, je suis sorti de là. Je me suis dit, la vache, mais j'aurais une collection. Il y aurait tellement ça dans ma collection. Et alors après, comme d'habitude, c'est bien de l'avoir redit. Moi, je suis essayeur, j'ai pas une expérience de possession de ces voitures, donc je me rends pas compte de ce que ça représente en termes de coût, d'utilisation, machin. Il y a des commentaires qui ont dit que c'était plutôt fiable comme voiture, avec le bon spécialiste, voilà. Mais je me suis vraiment dit, mais la vache. C'est réputé fiable, et à l'époque, comme le V8 était monté transversalement, on a accès aux courroies
qu'on doit Oui. toujours changer tous les 5 ans comme une 348, sauf que comme le moteur est transverse, Ouais. on n'a pas besoin de déposer le moteur, et ça C'est ça. change tout. Comme dans les 348, 355, qui font que l'entretien est prohibitif parce qu'en fait, C'est ça. c'est une expédition archéologique pour aller changer les courroies, quoi. Exactement. Mais ouais, non, vraiment, cette 308, je me suis dit que ça avait... Alors, j'ai appelé la vidéo braquage à l'italienne, parce que finalement, évidemment, c'est une voiture italienne, et en fait, je suis sorti de là en me disant, ok, bon. Alors, clairement, il y a d'autres voitures qui, pour un budget moindre, m'apporteront à peu près les mêmes sensations. Oui. Genre une Lotus. Parce que c'est assez proche. Maintenant, c'est pas une Ferrari. Bon, une Ferrari, tu roules en Ferrari, j'ai pas besoin d'en dire plus. Et en fait, je me suis dit, ok, bon là, la voiture elle est dans un état neuf, parce qu'elle est neuve, la caisse qu'ils ont à vendre. C'est même pas pour leur faire de la pub, hein, c'est que la voiture est vraiment neuve. Et je suis sorti de là, je me suis dit, ok, ça vaut 110 000 euros. Déjà, quelle Ferrari tu peux acheter pour 110 000 euros? Aucune. Rien. Ou alors, tu peux avoir une 360 Modena. Une 360 boîte F1 à l'aise, ouais. Ouais, tu peux, et c'est une super voiture. Et d'ailleurs, anecdote étonnante, j'en ai reparlé avec un pote, parce qu'on avait cette discussion exacte, avec Louis-Xavier d'ailleurs. Je préfère la 360 boîte F1 à la 360 boîte méca. Oula, putain. Bah On a ouais, trouvé je sais pas. Ah ouais? Bah ouais. Ok. Alors, je sais pas. Faudrait peut-être que je réessaye une 360 boîte F1. Mais j'avais trouvé que ça allait finalement pas si mal à la bagnole. Et puis avec une reproque de boîte challenge, ça va. Parce que j'en ai déjà eu une 360 en boîte manuelle, et l'expérience tactile et auditive du maniement de cette tige métallique dans la grille ouverte, qui fait clac, clac, clac. Oh. Clac, clac, clac. Ouais. Mais la 360, c'est une voiture qui est très large. Contrairement à ta 308 que tu as essayé. Ouais. Et c'est une voiture qui, pour la faire danser, faut être à des vitesses antisociales ou prohibitives. Complètement. Alors qu'une 308 avec les pneus ballons antidéluviens qu'elle a, elle doit danser tout de suite. Ah bah c'est pas compliqué, hein. Tu rentres dans un virage, tu sens les pneus qui font hop, non, pas présent, et qui sont ronds comme ça. C'est ce que j'ai vécu quand j'ai essayé une BM 3 litres CSL de 73. Sauf que ça vaut 2 à 3 fois plus cher. Donc ouais. Mais vraiment, je me suis dit, pour l'expérience... Et c'est vrai que la 360, t'es quand même dans une grosse voiture. Alors oui, c'est reconnaissable pour une Ferrari, etc. T'as des perfs et tout, mais tout est déjà beaucoup plus lisse. Oui. Les envolées du moteur sont beaucoup plus lisses. Toutes les commandes à l'intérieur sont plus lisses. T'as beaucoup moins à travailler dans une 360. Beaucoup moins. Et même une manuelle, parce que c'est la dernière que j'ai conduite l'année dernière. Et vraiment, cette 308, j'en suis sorti. C'est vraiment une voiture où je me suis dit... je pense que l'excitation de la sortir le matin, elle doit être palpable. Tu vois, genre je sais pas, je me suis dit, typiquement hier, je suis allé à un track day organisé par Overdrive, et je roulais pas, j'y suis allé pour y passer le matin. Finalement, j'y ai passé la journée évidemment. Et je me suis dit, oh la vache, j'avais 30 km à faire jusqu'au circuit du Grand Sambuc, là même pas 20 km, et je me suis dit, oh la vache. T'arrives en 308 GTB ou en GTS. La classe. La méga classe. J'ai adoré. Voilà. Ceci était un laïus de 10 minutes sur cette voiture. J'ai trouvé ça trop bien. C'est très persuasif, ce que tu dis là. J'ai vraiment trouvé ça original, top, et un peu comme je le disais sur la série 6 24 tout à l'heure, cette sensation d'être dans une toute petite voiture avec un tout petit cockpit change énormément l'expérience de conduite. Ouais. Il y a un côté barquette, il y a un côté un peu barquette du Mans, il y a quelque chose. Et finalement, esthétiquement, t'es quand même pas loin d'une 288 GTO. Ah clair. 288 GTO qui aujourd'hui vaut... c'est pas 3 à 5 millions selon historique et kilométrage. C'est vraiment, ça fait partie des, là. J'entends souvent des gens qui me disent, ouais, qu'est-ce que je peux acheter comme caisse pour investir? Ce genre de voiture.
Ah bah le problème avec l'investissement, mais on fera un autre podcast dessus, c'est que plus la voiture est un bon investissement, plus ce potentiel va être factoré déjà dans le prix aujourd'hui. Absolument. Et donc faut taper dans des modèles très chers. Je veux dire, en dessous de 200 000 euros, c'est compliqué d'acheter une voiture investissement. Ouais, sachant qu'aujourd'hui, les voitures investissement, elles sont plutôt à partir de 300 000 euros. Bah ouais. Si on reste chez Ferrari, déjà, alors j'ai pas une 360 Challenge Stradale, c'est plus de 300. Une 430 Scuderia, est-ce qu'on est à... Ouais, je pense qu'on est pas loin de 300. Si on n'y est pas, on s'en approche. Une 16e, donc une Scuderia Cabriolet, c'est 400 plus. Une spéciale, ça va finir à 500 plus. Ouais. Une Pista, c'est 500. Une Pista Spider, c'est 650-700. Et au train où évoluent les voitures modernes, cette tendance n'est pas prête de s'inverser. Ah non. Sur les anciens modèles, j'entends. Vraiment pas. Et tu vois, alors pour finalement parler d'investissement, même si c'est vrai que c'est pas trop ma vision de l'automobile, mais bon, j'imagine que si j'avais de tels moyens, j'investirais dans des voitures, parce que finalement c'est c'est des caisses qui prennent tellement de valeur que tu peux les rouler et quand même gagner des centaines de milliers d'euros. Ah mais il faut le dire, parce que quand on est dans un sujet revanche des petits budgets, oui, pardon, on s'est écarté. Non, on s'écarte pas tant que ça, Erwan. Je donne un exemple. Le monument que j'ai eu la chance d'avoir, de posséder, la Ferrari 512 TR, donc on est sur un 12 cylindres à plat du début des années 90, c'est le successeur de la Testarossa, où ils ont corrigé dans ce modèle tous les défauts dont tu as fait allusion tout à l'heure, quand tu as dit que la Testarossa, ça sert qu'à aller en ligne droite. Une 512 TR, c'est bien dans les virages aussi. Ouais. Eh ben, c'est une voiture que j'ai achetée. Alors, j'ai un peu hacké le système parce que j'ai convaincu mon père que ça allait être une bonne affaire. Donc, il a mis la moitié des billes. On a mis chacun 45 000 euros, donc 90 000 euros. On a gardé la voiture 5 ans. On a pleuré au moment de changer la courroie au bout des 5 ans. C'était combien la facture? 11 000? Wow. Alors qu'il y avait rien qui allait mal sur la bagnole. Et c'était chez un spécialiste Ferrari. Mais tellement il y a de main d'œuvre et tout. Alors, on n'a pas pleuré longtemps, parce que la voiture, on l'a revendue 140. Wow. Alors les 11 000 de maintenance là-dedans, bah, ils sont vite absorbés. Et donc, c'est une voiture qui nous a coûté littéralement moins cher que si on avait acheté une Twingo neuve. Oui. Bah, alors, l'argent, il faut le trouver initialement. Il y a des crédits pour ça. Alors, je suis pas en train d'encourager les gens à faire des crédits pour acheter des Ferrari. C'est pas mon propos. Non. Je suis en train de dire que quand on peut mettre une certaine somme, les voitures peuvent devenir bizarrement plus abordables sur le long terme parce qu'on va moins foutre en l'air d'argent en dépréciation. C'est vrai. C'est vrai. Donc c'est une équation compliquée. Alors, c'est effectivement une équation compliquée, mais c'est complètement vrai. Il y a des voitures qui sont petit budget parce que vous la gardez, vous l'achetez. Alors, je suis en train de réfléchir très très fort à certaines bagnoles, mais pour prendre un exemple, l'exemple ultime évidemment que tout le monde connaît et que je cite à chaque fois, la Porsche 911, dans ses nombreuses itérations, je connais beaucoup de personnes qui ont bien acheté des Porsche 911, mais pas des modèles de dingue, hein, des 997 S bien configurés, qui la gardent 3, 4, 5 ans, et qui ressortent en faisant une plus-value qui va juste gommer l'utilisation de la voiture. C'est-à-dire que c'est une voiture qu'ils auront peut-être payé, je ne sais pas, on va prendre des chiffres au hasard, on va prendre 60 000 euros. Sur 5 ans, il aura dépensé 10 000 euros dedans. Bah, il va la revendre 65, 66. C'est-à-dire que sur 5 ans, avoir une Porsche 911 lui aura coûté 3-4 000 balles. Ou même parfois, il pourra avoir mis à zéro ses frais. Ça peut être zéro. Ça peut être zéro ou ça peut être positif. Il n'y a pas besoin d'avoir de la chance pour être dans ce scénario. Ça m'est arrivé avec ma 964 Targa Carrera 2, ma 993 C2 Cabriolet. Oui, c'est des voitures qui m'ont coûté rien. Bah ouais. Donc petit budget, c'est aussi ce prisme-là. C'est vrai. Ce qui est intéressant. Et pour favoriser ça, n'oubliez pas que les configurations font les voitures.
Alors c'est particulièrement vrai chez Porsche. Ah, chez Porsche, les coloris rares marquent là là. une nette surcote. Ouais, ouais. Ouais, mais c'est vrai. Il y a pas longtemps, je regardais. Bon, j'aime beaucoup l'Aston Martin V8 Vantage en version 4 litres 3, boîte méca. C'est une voiture assez un peu muscle car, et puis en plus c'est une Aston Martin, j'adore. T'as des configurations qui sont, à mon sens, pas intéressantes. Je sais pas, noir intérieur noir, grise intérieur noir, des trucs comme ça. Ouais. Et parfois, comme j'en ai vu une il y a pas longtemps sur laquelle, bon, j'ai pas les sous pour. Alors, j'ai les sous pour acheter une V8 Vantage, j'ai pas les sous pour posséder une V8 Vantage, je pense. Bleu, les bonnes jantes, intérieur marron, un peu tan, avec le volant bicolore, noir et marron. Elle est restée 12 heures. Ouais. Elle est partie direct. Ouais. Et c'est vrai pour tout. Alors je sais qu'en France on adore les voitures noires parce qu'en fait les gens sont terrifiés de pas les revendre, donc ils vont au plus simple. Oui. Ah non mais c'est vrai. Mais moi les voitures les plus cool que j'ai eues c'était les voitures les mieux configurées. D'ailleurs ça se voit. Et c'est souvent paradoxalement les voitures qui se vendent le plus vite. Bah oui. Alors que quand vous avez la 370e Porsche 997 4S noir Bah ouais, c'est ça. sur le bon coin, bah étonnamment ça se vend pas quoi. Oui, parce que les voitures colorées de façon exubérante, certes, il y a moins de demandes, mais il y a encore moins d'offres. Oui. Donc ce qui fait que l'équation offre et demande est favorable. Ouais, complètement. Ça me fait penser à et le plaisir, alors, et j'en rajouterais, le plaisir d'avoir une voiture originale fait partie du plaisir de conduite. Oui. J'en sais quelque chose, j'ai une voiture violette. T'as une berline violette. Ouais. J'ai une berline violette. Alors, ça en fait criser certains, d'autres adorent. Ouais. Et t'en sais quelque chose aussi, Alex. Ouais. Je discutais hier avec un ami là, qui est client chez Overdrive, que j'ai poussé à acheter une Lotus Exige V6 jaune. Et à la base, il voulait pas, il a eu pas mal de voitures, mais il a jamais eu une voiture extrême comme ça. Et le jaune, c'était compliqué pour lui à la base. Il se disait, jaune et tout. Bon, au final, il a fini par l'acheter parce que la voiture se vendait pas. Il a fait une bonne affaire. Il a très bien acheté. Et il adore sa voiture jaune. Et il avait peur pour la revente, etc. Puis je lui ai dit, mais il y a forcément quelqu'un qui voudra une voiture jaune. Ouais. Ça se revendra en fait. C'est pas grave. Il disait, c'est-à-dire que la personne qui en veut une jaune, il sera obligé d'acheter celle-là et pas une autre. Mais oui, complètement. Bon, on n'a pas du tout parlé de tes news de la semaine, Alex. Bon, revenons aux news. Alors, comme j'ai dit la dernière fois, je suis en train de réduire mon accumulation de voitures de 6 à 5 et ça provoque des réflexions chez moi. Non, mais justement, on va en parler. Je réfléchis sur cette notion d'accumulation de voitures. Alors, on n'est pas dans les questions-réponses, mais je vais rebondir sur une question dans mes news qui a été posée par Blue130 qui dit « Question pour Alex, qui nous rappelle qu'une voiture en bonne santé est une voiture qui roule. Avoir un parking fourni comme le tien, Alex, permet-il de faire une rotation et rouler assez toutes ces voitures ?» Et il y a Chiab qui surenchérit « Comment fais-tu, Alex, pour profiter de tes voitures en ayant autant ? Parce que moi, j'ai déjà du mal à trouver le temps pour en rouler 2. » C'est une vraie question. Et c'est une vraie question. Au-delà de 2 mois d'immobilisation max, je dirais, les voitures vont commencer à se dégrader par immobilisme. Alors j'arrive à les sortir toutes parce que je fais beaucoup de trajets en voiture, parce que le week-end, quand je sors en famille, je vais en prendre une le matin et une autre l'après-midi. Quand je sors en soirée, je vais en prendre encore une autre. Donc en fait, ça se fait. Par contre, il y a une notion qui, pour moi, place la limite, c'est à quel moment, ce n'est plus moi qui possède mes voitures, mais mes voitures qui me possèdent moi. C'est-à-dire, alors, j'ai déjà eu la chance / malchance d'avoir 9 voitures, ça m'est arrivé 2 fois. Alors, 9, c'est très clair que j'avais l'impression d'être possédé par mes voitures. Il y en avait toujours une à emmener soit au contrôle technique, soit en entretien, soit à dépanner, soit qui marchait pas. Et c'est un job à plein temps. Alors c'est des problèmes de premier ordre, c'est des problèmes de bonne qualité à avoir, mais c'était des problèmes, n'empêche. À 6 voitures, je trouve que c'est encore trop. À 5, ça commence à aller, mais seulement parce que j'ai la chance d'avoir mon autonomie professionnelle. Je suis pas salarié, donc je peux organiser mon temps comme je veux. Mais si j'étais salarié, mais ce serait complètement mort. Je pourrais pas avoir 5 voitures. Je les emmènerais quand chez le garagiste?
J'ai l'impression que tous les 3 jours, je fais un aller-retour en banlieue pour déposer une voiture, pour revenir soit en Uber, soit en train. Ça prend du temps, ou alors j'attends sur place, mais comme j'ai mon ordi portable sur moi, je peux travailler pendant que j'attends. Toi, t'as jamais ressenti le besoin d'avoir plus que 2 voitures, Erwan? Alors, déjà, moi, c'est la première fois de ma vie que j'en possède 2. Ah oui. Et déjà à 2, si tu veux. En fait, je me suis fait la réflexion le jour où j'ai récupéré la série 5. Je l'ai ramené de Slovaquie. Je suis arrivé en France chez moi. J'avais pour la première fois les 2 voitures ensemble. Et vraiment, plutôt qu'avoir un sentiment de waouh, je sais pas quoi, chemin parcouru, fierté, 2 voitures, machin, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait? Ah ouais? Je me suis dit, ah ouais. Mais parce qu'en fait, d'un coup, l'excitation un peu de me dire ouais, je peux m'acheter, parce que très honnêtement la série 5 je l'ai achetée je suis passé par 3 phases. J'ai eu une phase où j'avais un peu d'argent, j'ai acheté la M3 Touring avec Lucien. Ensuite j'avais plus du tout d'argent parce que j'ai eu des problèmes d'URSSAF. Ouais. Et ensuite j'ai dû regagner de l'argent. Alors je suis content parce que ça a marché. J'ai acheté la Porsche. Et ensuite, j'ai regagné de l'argent et j'ai acheté une autre bagnole. Sauf que, quand j'ai acheté les 2 voitures, j'avais un peu tout dedans, si tu veux. Et en fait, je suis rentré chez moi et je me suis dit, attends. Je me suis dit, attends, j'ai 28 ans, je suis pas propriétaire de ma maison, j'ai pas spécialement d'argent de côté. Bon, j'ai une boîte qui marche, certes. Mais je me suis dit, et j'ai 50 000 euros de voiture. Je me suis dit, mais en voilà une idée de merde. Tu vois, je me suis dit, en voilà une idée stupide. Ouais. Et surtout 2 voitures, c'est pas 2 bagnoles, c'est 2 Youngtimer. 2 Youngtimer, dont une à qui je venais de mettre 20 000 km en 6 mois, et l'autre qui était quand même une voiture pas en état parfait du tout. D'ailleurs, vidéo à venir prochainement sur la suite, enfin le début de l'aventure un peu 540i, parce que pour l'instant j'ai juste montré que je l'avais ramené. Et je me suis dit, oulala, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que j'ai pas acheté juste une petite voiture à côté, le temps d'être safe, quoi. Alors, le fait est que financièrement je suis quand même stable, etc. Donc c'était pas non plus un truc à corps perdu. Accessoirement ça participe à on va dire l'économie de mon travail. Mais déjà à 2, mine de rien, il y a quand même une logistique. Parce que tu réfléchis à quand est-ce que tu la prends, tu réfléchis à où est-ce que tu les gares, tu réfléchis à tiens, zut, il y en a une qui est en conciergerie, il y en a une qui est dans une conciergerie, il faut que je fasse un truc dessus, il faut que j'aille la ressortir et machin. Ah ouais, mais du coup comment est-ce que je reviens chez moi? Et mine de rien, il y a déjà dans un moindre niveau des questions de logistique, parce que les 2 voitures sont pas au même endroit. Il y en a une qui est chez moi, l'autre qui est pas chez moi. Et donc je me suis retrouvé en tout cas à devoir gérer des trucs que j'avais jamais géré de ma vie. À savoir d'avoir 2 voitures à des endroits différents, avec des besoins différents, avec une liste à garder, des trucs à faire sur l'une et sur l'autre, et de gérer le garage, et de gérer les pièces, et de gérer les trucs et tout. Et alors, on parle pas effectivement, c'est pas des problèmes de premier ordre, mais tout au début, ça m'a un peu impressionné. Ouais. Je me suis dit, et quand je vois, pour prendre un exemple extrême, parce que j'en avais parlé plusieurs fois, donc quand je vois le Shmi150, donc le youtubeur anglais, qui a 16-17 voitures. Je crois qu'il a même dépassé 20. Je suis pas sûr. En fait, mais il en bon, a tellement, beaucoup. j'ai du mal à suivre. Là, il vient de s'acheter une spéciale magnifique, là. Ouais. En plus, j'ai un peu les boules. Je devais aller les voir ce week-end. Parce qu'ils cool. ils ont fait un road trip là jusque dans le sud, et je devais aller les voir à Monaco, et en fait j'ai pas pu. Parce que je connais très bien Seb Delaney et je connais bien Sam de la chaîne Scene Through Glass. Ah oui. Et j'avais discuté pas mal de fois avec Sam, que je commence à connaître assez bien maintenant, du nombre de voitures absolument hallucinant de Tim, donc de Shmi. Et effectivement sur la chaîne secondaire de YouTube de Shmi, on le voit qui raconte, enfin voilà, qui partage son expérience avec toutes ces voitures, et effectivement, l'impression que tous les jours il en dépose une au contrôle technique, faire une révision, machin. Enfin, le truc, c'est qu'il doit avoir un CRM pour garder à jour ses voitures et surtout les faire tourner. Il y a des caisses, tu les vois dans son garage, même lui, et pourtant il les roule énormément ces voitures, et il les utilise toutes. Et tu te dis, il y a des voitures, enfin je sais pas comment il fait pour les utiliser, quoi. Donc après, je pense qu'il y a aussi une nuance. Il y a effectivement, il y a deux choses importantes. Déjà, la première, c'est que comme toi, je fais ce que je veux de mon temps. C'est important. C'est extrêmement important, et c'est quand même non négligeable.
La deuxième chose, c'est que je pense qu'avoir toutes ces voitures au même endroit, c'est quand même quelque chose qui facilite énormément. Je viens de récupérer une 4e place dans mon immeuble, là, en région parisienne. Ça, c'est cool. En fait, je grignote petit à petit toute la résidence. À chaque fois qu'il y a une place disponible, je lève la main et je la prends. Bonjour. À la fin, les gens un immeuble privé, doivent se demander, il se passe quoi? Mais qu'est-ce qu'il fait, Alex? Qui c'est ce mec? Et non, mais je me dis, tu vois, moi dans mon truc un peu ultime, je me dis que j'aimerais beaucoup avoir. Moi, je me dis 4-5 bagnoles. Si j'arrive à avoir tout chez moi, bon alors il faut avoir une baraque qui te permet de tout avoir quand même. Mais ou d'avoir voilà toutes les voitures un peu au même endroit, je me dis 4-5 voitures, je pense que c'est un truc pas mal. Parce que dans ma tête, en tout cas, c'est l'utilisation que j'en ai. Je me dis une voiture à l'utilisation un peu exclusive, genre un peu track day ou sport plus, tu vois, genre une Caterham ou un truc comme ça, ou une voiture un peu de course, un Youngtimer sympa, genre typiquement catégorie un peu comme ma série 5 34, un truc un peu rigolo à balader et tout, une voiture de route sportive. Une voiture de tous les jours et un autre truc, je suppose que ça peut être, j'en sais rien. Quand j'aurai les moyens, je vous dirai. Mais on fait vite de se justifier comme moi, je m'auto-manipule à me justifier que le minimum vital pour vivre ma passion, c'est 5. Parce que en dessous, j'aurais pas de bagnole adapté à en prendre la famille en distance, j'aurais pas de sportive, ou alors j'aurais pas de décapotable, ou alors j'aurais pas de citadine. Tu vois, ça va vite. Ben là, tu vois, moi, actuellement, si je devais effectivement laisser mes envies dépasser ma réalité financière, je pense que j'aurais 4 voitures. C'est-à-dire que je pense que j'aurais la 968, la série 5, j'aurais un daily, genre une série 3 break, tu vois, une BMW, un truc comme ça, cool, un break, confortable, diesel, pour rouler, quoi, un truc, je me pose pas de questions. Et j'aurais une voiture un peu extrême. Bah oui. Lotus, Integrity Pair, Caterham, un truc comme ça, un truc qui me sert effectivement peut-être une fois par mois, ou deux. Enfin, remarque, j'habite en Provence, donc je peux peut-être l'utiliser plus que ça, mais le truc, genre le jouet. Tu vois. Ça. Le jouet, le truc où tu te dis c'est comme une moto, quoi. Allez, et tu rajoutes une moto dans l'histoire aussi. Ça fait 5 véhicules. Ouais. Mais je pense que là, si j'avais vraiment envie, j'aurais 4 véhicules, 5 avec une moto. Parce que ça quadrillerait toutes mes utilisations. Je devrais rajouter, parce qu'il y a peut-être, il y a sans doute, on le sait, il y a des jeunes qui nous écoutent, et je ne voudrais pas donner le mauvais modèle. Je vais enchérir sur ce que tu disais tout à l'heure. J'ai d'abord acheté de l'immobilier avant d'acheter mes voitures. J'ai aujourd'hui en ma possession de l'immobilier locatif sur lequel le crédit est intégralement remboursé, donc j'ai des revenus passifs. Et j'ai construit tout ça avant de m'adonner pleinement à ma passion. Je veux dire, on a 20 ans, on a 21 ans d'écart, Erwan, donc ça fait une grosse différence. Alors, effectivement, je mets aussi des guillemets sur ce que j'ai dit. Prenez évidemment en compte que moi, je fais ça dans le cadre de mon activité. Si je devais avoir, et d'ailleurs, si je devais avoir des voitures à titre personnel, j'aurais certainement pas ces voitures-là. Déjà parce que ça coûte beaucoup d'argent pour la première chose, et la deuxième, c'est que moi, c'est des voitures qui participent vraiment à mon activité. En fait, c'est des voitures qui sont achetées avec ma société, donc on est dans un prisme complètement différent. On est dans un prisme d'utilisation des voitures à but entre guillemets commercial. Évidemment, il y a de la passion là-dedans. Évidemment, c'est moi qui choisis mes bagnoles. Évidemment, tout ça. Mais ça rentre dans mon activité, parce que mon activité, c'est quasiment ma vie en fait. Donc voilà, il faut vraiment mettre des guillemets là-dessus. Et c'est pour ça que je voulais vendre la Porsche et que je veux toujours vendre la Porsche, et justement pour investir dans l'immobilier. Parce que pour moi, c'est primordial par rapport aux bagnoles. Et je m'amuserais à acheter des voitures vraiment pour moi, quand j'aurai les moyens de le faire et quand je serai en capacité vraiment très 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 sécurisée de le faire. Ouais, c'est ça. J'ai la chance d'avoir, on va dire, ce code de triche qui est mon activité sur les réseaux sociaux qui me permet de faire ça. Donc voilà, pareil, mettons des nuances dans tout ça. On passe aux questions-réponses. Ouais. J'ai une question
qui m'a fait rire. Allez. Je me permets de commencer. Sur YouTube, sous le dernier podcast, Sam le KCV6. Pensez-vous que l'Alpine A110 de la gendarmerie est un bon choix pour des interventions autoroutières, quand on sait que l'Alpine est plutôt une pistarde, ou plutôt un symbole chauvin de l'État? J'ai sélectionné cette question parce que j'espère que l'État ne m'écoute pas. Ça va swinguer. C'est la pire idée qu'ils aient jamais eue. Et Dieu sait qu'ils sont forts en termes d'idées pourries. C'est un non-sens. Absolu. Bah oui. C'est complètement idiot. C'est absolument stupide d'avoir fait ce choix-là. J'ai déjà été arrêté par l'A110 de la gendarmerie. Ah ouais? Je roulais avec mon Alpina B10. Alors, la chance là-dedans, c'est que faut savoir que les pelotons d'interception de gendarmerie des autoroutes, ils sont pas arrivés à leur poste par hasard. Ce sont systématiquement des passionnés. Oui. Donc toujours. En fait, une très bonne façon d'orienter l'interaction, c'est plutôt que de les prendre de haut, ce qui serait la pire connerie, c'est de les intégrer à la passion. Donc tout de suite, je leur ai parlé de mon Alpina B10, je leur ai montré qu'elle avait 465 000 km, j'ai soulevé le capot, et donc tout de suite, c'est mes potes en fait. Et forcément, le moment passe beaucoup mieux comme ça. Alors, je dois reconnaître quand même que quand je vois une Alpine A110 de la gendarmerie, je trouve ça toujours cool. Parce qu'elles sont belles, t'as les gyros au-dessus et tout. Elles sont méga cool. Ouais. Ça a quand même vachement de gueule. Ouais. Mais d'un point de vue purement d'utilisation, pour attraper les méchants, c'est complètement idiot. Pourquoi? Parce que, donc avant il y avait les Mégane RS, qui étaient parfaites pour le job. Ensuite il y a eu un switch entre les deux. Alors il n'y a jamais eu de Mégane 4RS, j'ai d'ailleurs jamais compris pourquoi il n'y avait jamais eu de Mégane 4RS. Il y a sûrement une raison, peut-être quelqu'un là. Mais il y a eu une hésitation entre des Cupra, donc des équivalents de Golf R, quoi, et les Alpines. Et au final, il y a commencé à avoir des Cupra. Il y a d'ailleurs peut-être certains pelotons d'intervention qui les ont, qui sont des voitures 4 roues motrices, 300 chevaux. Et avant ça, il y avait les Subaru. Et avant ça, il y avait les Subaru, évidemment. Évidemment, vu qu'Alpine, se regarde quand même plutôt vers le bas que vers le haut, à tous les niveaux, financiers, images, tout ça, ils se sont dit, ouais, super, on va mettre des Alpines à la gendarmerie, ça va faire de l'image. Sauf que, en fait, fondamentalement, c'est complètement idiot, et c'est là où on voit que parfois les politiciens prennent des décisions des choses sur lesquelles ils ne connaissent rien. C'est un peu impensif ce que je raconte, tout le monde est au courant. Mais l'Alpine est par définition une voiture légère. Donc par définition, une voiture qui, à haute vitesse, va avoir des moins d'appui, va être peut-être plus vive, un peu plus dangereuse. Or, quelle est la mission d'une voiture de gendarmerie? D'aller en ligne droite, très vite, rattraper des voitures. Quand il fait sec, à la limite, pourquoi pas? Mais pour avoir déjà emmené des Alpines à haute vitesse, quand t'es à 240 km/h dans une Alpine A110 de base, je peux te dire que tu serres les fesses. Parce que la voiture, t'as de la portance qui se crée, donc la voiture s'allège avec l'air, c'est une voiture qui devient extrêmement vive, et déjà quand tu vois la facilité qu'on peut avoir pour faire dériver une Alpine A110 sur le sec, t'arrives, tu mets un coup de volant, pied sur le frein, la voiture elle est à l'équerre, c'est extrêmement dangereux déjà pour les gendarmes, aussi pour les gens aussi, parce que la voiture devient très vive, quoi. C'est-à-dire qu'elle flotte un peu sur la route, c'est pas fait pour ça. Surtout que, sauf erreur de ma part, toutes les Alpines A110 de la gendarmerie sont des Alpines A110 normales, c'est pas des S. Même si parfois j'en ai vu avec des jantes de S, donc il y a peut-être quelque chose à... Mais pour moi c'est des normales, c'est pas des S. Et en fait... il y en a eu beaucoup, des crashs d'Alpine A110 de la gendarmerie, et à chaque fois, c'est dans les mêmes conditions. C'est sous la flotte. Parce que, va faire un freinage appuyé d'un coup à 200 km/h avec une Alpine A110 sous la pluie sur l'autoroute, je peux te dire que tu vas vite aller voir les barrières. C'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour ça, parce que si tu freines fort avec une Alpine A110, t'as l'arrière qui va se délester, c'est une voiture souple, suffit que t'aies un tout petit peu d'angle de volant, mais vraiment pas grand chose, la voiture elle va partir en tête à queue. Même avec les aides, à ces vitesses-là, les aides, l'usage est limité, et comme c'est des voitures très légères, le grip généré par l'appui au sol est forcément moindre qu'une voiture plus lourde.
Donc pour toutes ces raisons, et en plus évidemment du fait que une Alpine A110 t'as 2 places. Oui. Alors un coffre de toit ne suffira pas. Pour embarquer quelqu'un au poste. Pour embarquer quelqu'un au poste. Moyen. Bah ouais, déjà rien que ça, je trouve ça un peu. C'est un peu rédhibitoire. C'est un peu rédhibitoire parce que du coup tu te dis logiquement, j'imagine que l'objectif d'une intervention c'est quand même d'optimiser au maximum la force d'intervention. Donc déjà ça veut dire que automatiquement si t'as vraiment quelqu'un à arrêter, t'as forcément une deuxième bagnole qui doit arriver. Ah ouais. Ce qui est un peu idiot. Et donc plus de personnel, et donc peut-être moins de personnel présent pour une autre intervention. Je trouve ça, oui c'est cool, mais c'est complètement stupide comme choix. Parce que c'est vraiment j'ai pas pensé à parler de ça avec les gendarmes quand ils m'ont arrêté avec. Ça aurait été une conversation très intéressante. Mais d'ailleurs, s'il y a des gendarmes qui nous écoutent, oui. Ça serait hyper intéressant d'avoir votre avis, parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé avec des gendarmes, mais moi d'un point de vue connaisseur de l'Alpine, je trouve ça idiot. Et une voiture comme la Cupra ou même des Mégane RS aurait été largement plus adaptée, parce que à un moment, faut être honnête, avec n'importe quelle voiture de 300 chevaux, tu rattrapes à peu près tout ce qui bouge, sauf si le mec est en train de taper un Go Fast à 300+, de toute manière, tu le rattraperas pas. Mais il faut une voiture stable, il faut une voiture large, il faut une voiture stable et un peu lourde. Parce que sinon, c'est pas fait pour faire de la haute vitesse. Et donc, la Cupra, 4 roues motrices, ça aurait été parfait. Mais bon, c'est pas français. Donc, c'est un symbole chauvin de l'État choisi par des politiciens, et même si ça fait plaisir à voir sur la route, je trouve pas ça bien parce que c'est pas sécuritaire. Bien défendu. Alors, il y a Guillaume. Dis-moi. Il y a Guillaume qui nous pose la question du compromis bagnolard versus vie de couple et vie de famille. Oula. Alors, de mon côté... Nous entrons dans un territoire... J'ai eu la chance de toujours être en couple avec des femmes qui s'en foutaient complètement de la conduite, et donc je n'ai jamais à partager le volant. Pour elles, c'est tout bénef, je fais tous les trajets au volant, elles se reposent ou elles sont sur leur téléphone, et donc c'est nickel. En plus, typiquement, elles s'en fichent un peu de ce que je choisis, que ce soit confortable ou pas, assise basse ou pas, j'ai jamais trop eu de plainte. Alors probablement que c'est parce que j'utilise non pas l'argent du couple, mais mon propre argent, et qui plus est, comme Erwan l'a dit, c'est de l'argent même professionnel. Donc peut-être que je subis moins ce compromis que d'autres. Donc le compromis, je le dicte tout seul, où est-ce que je mets le curseur, si vous voulez. Et le curseur, je l'ai mis... alors j'ai 2 enfants que je partage avec mon ex-femme, donc je les ai au grand maximum la moitié du temps. Et le reste du temps, avec ma compagne, on a un bébé qui a 1 an, et qu'on embarque sans problème dans la Porsche 996 C2. On peut trouver des sièges bébés qui entrent parfaitement bien dans la petite place du baquet arrière. Ça, c'est pas le cas de tous les sièges bébés. Faut savoir aussi qu'une 996, on peut monter un coffre sur le toit. Alors moi, j'en ai même pas besoin parce qu'on a l'habitude avec ma compagne de faire des sacs très petits. On n'emmène pas des grosses valises, on s'emmerde pas avec ça. C'est vrai que parfois j'ai déjà entendu des bagnolards discuter de ce compromis en disant « Ouais, putain, quand on part en vacances avec les enfants en bas âge, c'est incroyable la quantité de matériel qu'on doit prendre, le break il est tout de suite plein à craquer. » Moi j'ai l'impression que c'est le phénomène de la nature à horreur du vide, et que dès lors qu'on a un break ou un SUV, oui, on va le remplir. Oui, c'est vrai. Mais que à l'inverse, si on s'astreint, je suis déjà parti en week-end... à 4, voire à 5, dans une 30, en fait, on remplit l'espace disponible, parce qu'il n'y a pas plus. Et c'est ce que faisaient les gens à l'époque. Je veux dire, faut imaginer qu'une 30, une série 3, la version berline peut-être, c'était une voiture familiale dans les années 80. Comment ils faisaient les gens ? Ils n'avaient pas des SUV de 2,5 tonnes, hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai que la question du partage... de l'acceptation plutôt de la place de l'automobile plaisir dans un couple, souvent par madame, qui est souvent la variable la plus importante. Ça peut, en tout cas c'est vrai que moi à titre perso, je suis jeune,
J'ai été en couple plusieurs fois, mais bon, quand t'es en couple et que t'es jeune, c'est différent. Puis accessoirement, j'ai jamais eu ma compagne actuelle, elle aime beaucoup ma Porsche. Alors elle déteste la couleur de la BM, mais bon, ça c'est un autre problème. Ah bah ça, on aime ou on déteste. Oui, bon. Mais moi, je me sens pas forcément légitime, enfin pas légitime, mais tu vois, j'ai pas d'enfant, j'ai pas une expérience particulière à partager avec ça. En revanche, j'ai effectivement entendu des dizaines de fois des hommes dire que bah forcément le choix automobile était vachement influencé par leur épouse, ou même la configuration des voitures, ou combien de fois j'ai entendu des commerciaux dire que finalement telle ou telle personne n'a pas pris la voiture ou l'a pas acheté dans la config qu'il voulait parce que madame voulait autre chose. C'est sûr. Après, à titre perso, alors je dis ça sans être marié, sans avoir d'enfant, évidemment, mais à titre perso, je pense que, comme tu l'as dit, à partir du moment où c'est ton argent et que madame a sa voiture et qu'il y a au moins une voiture, on va dire à peu près confortable et utilisable pour à peu près tout le monde, bon, voilà. Et si en tout cas elle aime pas elle aime pas les caisses, ou qu'elle veut absolument rouler dans un ID4 électrique, ça c'est un tir pour ma compagne qui roule en ID4 électrique. Ah oui. Je m'attelle au changement, mais il y a du travail un peu encore quand même. Ouais. Et ouais, en fait, je sais pas trop quoi dire, parce que finalement, ça va changer selon les personnes, mais c'est quelque chose, je pense, pour les gens qui se retrouvent dans une situation où effectivement madame est pas d'accord avec les choix de bagnole, c'est un peu chiant, je pense. Ouais, non mais ça me paraît même rédhibitoire. je sais bah, pas. Un peu quand même. Je me demande si c'est pas un red flag, un drapeau. Bah un alors on n'est carton pas. rouge. Alors le podcast va pas se transformer en conseil de couple. Mais effectivement, moi ça me saoulerait fort. Ça me saoulerait fort. Ah bah je crois que dans ce cas-là, si vraiment j'étais amoureux de la femme en question, bah je me sentirais obligé d'acheter une autre voiture pour acheter ma liberté, c'est-à-dire un petit pot de yaourt, une Fiat 500 de base que je vais payer, qui sera kilométrée, que je vais payer quoi, 3-4 000 euros. Et comme ça, j'achète la paix. Ouais. Après, effectivement, si vous forcez votre compagne à faire des tours de Caterham tous les week-ends et qu'elle aime pas ça, bon, ça peut s'entendre, quoi. Ouais. Mais faut trouver, non, mais c'est comme partout. Je pense qu'il y a du compromis, il y a des voitures intéressantes un peu partout. On peut trouver le plaisir, comme on l'a dit, de différentes manières dans l'automobile. Après, si vraiment, après c'est toujours pareil. C'est toujours une question de gestion du budget, c'est une question de gestion de la place, c'est une question de plein de trucs. Mais dans l'ensemble, moi je sais que pour moi c'est un peu rédhibitoire, quoi. Ouais. Elle a pas besoin d'aimer ça, elle a pas besoin d'être fan de voiture, parce que j'ai eu le cas de compagne vraiment passionnée de bagnole, et au final ça m'a plus saoulé qu'autre chose, parce que en fait voilà. Explique, ça m'étonne. Alors c'était, en fait ça a fini par me saouler, parce que moi ma semaine c'est de l'automobile tout le temps. Ah ouais. Alors c'est génial. Ouais. Et j'ai accès, en tout cas dans la configuration de l'époque, moi forcément j'ai accès à plein de trucs, c'était quand j'habitais à Paris, j'ai accès à plein d'événements, à plein de trucs un peu en VIP, etc., des expériences très cool. Et comme elle, pourtant bossait dans l'automobile, mais moi forcément j'avais accès à des trucs vraiment sympas, vraiment exclusifs. Et mes week-ends devenaient aussi de l'automobile tout le temps. Ah oui. Et au final, c'était un peu, on avait cette passion commune. Alors c'était génial parce qu'on pouvait parler beaucoup de ça, etc. Mais moi, à un moment, je suis arrivé à un moment où j'avais aussi envie de parler un peu d'autre chose, et du coup, ça devenait difficile parce qu'en fait, c'était un peu notre seul centre d'intérêt. Et c'était d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles, enfin, c'était ce qui avait fait l'atome crochu un peu initial, quoi. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, finalement, j'ai répondu à cette question. Avoir quelqu'un qui partage vraiment la passion de l'automobile, c'est cool, mais c'est pas forcément aussi cool dans le sens facile que ce qu'on peut entendre. Et moi, je préfère finalement avoir quelqu'un qui comprend ma passion, déjà qui comprend le principe d'une passion, parce que ça, c'est pareil, c'est pas tout le monde. Ah oui. Déjà quelqu'un qui comprend le principe d'avoir une passion et qui apprécie l'objet, les sensations et tout, sans en plus, ou qui peut vraiment aimer ça, mais sans. Je crois qu'en fait ce qui m'a embêté ça m'étonnerait qu'elle écoute, mais bon,
je la salue. Le problème, c'est qu'elle était aussi passionnée que moi, donc aussi geek. Ouais. Et au final, nos discussions, elles ressemblaient à ça. Alors, il y a des gens qui peuvent trouver ça sympa, mais quand c'est toute la journée, tout le temps, à la fin, c'était un peu relou. Bah écoute, je te rejoins un peu dans le sens où ça n'a jamais été un critère chez moi. Je n'ai jamais recherché d'avoir une compagne passionnée de voiture. Mais en effet, ce que tu dis, l'acceptation et la compréhension de la passion, bah c'est le cas de ma compagne. En fait, elle aime bien, elle adore même un homme qui est passionné par quelque chose. Ouais, complètement. C'est-à-dire qui a un axe dans sa vie, qui va vibrer pour quelque chose, qui aura des sensations, des émotions à partager, qui aura un univers à lui faire découvrir de l'extérieur, parfois, de temps à autre, à petite dose. Ouais, c'est cool. Ouais, je suis complètement d'accord. Et d'ailleurs, en fait, je pense que si je devais vraiment résumer la réponse à cette question, en fait, c'est ça. Pour moi, le critère, c'est l'acceptation et la compréhension d'une passion. Savoir ce que ça comprend, savoir que ça peut être prenant, et aussi dévorant même. Dévorant et savoir apprécier aussi chez l'autre, mais que la femme apprécie ça chez l'homme et vice versa, hein, et chez des amis et chez n'importe qui. Le fait que la personne en face, à savoir nous, se sente bien dans cet univers-là et soit galvanisé, poussé par ce milieu-là parce que c'est vraiment ce qu'il aime. Ouais. Et on dit ça, c'est important parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de passion. Il y a des gens qui ne comprennent pas ce que c'est qu'une passion. Et oui. Qui comprennent pas, tiens, mais qu'est-ce que tu vas foutre tout le temps avec tes voitures et machin. Et ça peut être vrai pour tout, l'équitation, la couture, alors c'est de javelot, que sais-je, mais avoir quelqu'un qui comprend vraiment ce que c'est qu'une passion, je pense que c'est hyper important. Yes. Voilà. Et bah sur ce couple d'Alex et Erwan. Merci d'avoir écouté ou regardé jusqu'à la fin et surtout partagez cet épisode avec quelqu'un d'autre de passionné parce que on aimerait que ce podcast regroupe un maximum de passionnés pour qu'on puisse vibrer ensemble et construire le podcast. Merci à tous. Merci. Et à la semaine prochaine. Au revoir.